réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu bu mu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa. Cet homme, qui ne le connaît pas au Sénégal, son nom alimente les débats dans les villes et les villages, dans les foyers, dans la place publique. Ousmane Sonko, sous le feu des projecteurs depuis son entrée en politique, fait parler. Il fait écrire. Il est devenu en 6 ans le baromètre de l'engagement politique au Sénégal. Suite aux événements récents et ses conséquences, Ousmane Sonko, vous avez fait des déclarations à des moments importants de notre histoire. Surtout dernièrement, en étant au centre d'une tentative de liquidation dont vous êtes victime. Aujourd'hui, en prenant distance avec les faits, quelle est votre lecture des événements? Permettez-moi d'abord d'adresser mes salutations à l'ensemble du peuple sénégalais, d'ici comme de la diaspora, de leur renouveler mon affection et mon engagement, ou l'engagement commun que nous partageons tous pour ce pays. De saluer également tous nos compatriotes africains, puisque nous sommes des panafricains convaincus, pour ne pas dire actifs, et de saluer tous ceux qui pourraient nous suivre partout dans le monde, quelle que soit leur origine ou leur nationalité. Ceci dit, vous posez une question à laquelle nous répondrons cette fois-ci avec beaucoup plus de tact, puisque nous avons eu le temps depuis 1 mois de prendre le recul nécessaire pour réfléchir à ces événements et à tout ce qui les a précédés. Nous avons eu effectivement à nous prononcer parce que nous étions tenus de le faire, mais dans le chaud de l'action, nous avons connu 1 mois et demi, voire 2, tout le Sénégal avec nous d'ailleurs, et tout le monde qui s'est concentré sur ce qui s'est passé au Sénégal. Donc 1 mois et demi assez délicat, pendant lesquels se sont passés au Sénégal les pires événements politiques qu'on ait connus depuis avant l'indépendance jusqu'à ce jour. Il se trouve par la volonté divine que j'étais au cœur de ces événements, quand ma personne est au cœur de ces événements. Et donc, nous avons eu à nous prononcer sur ces questions à chaque étape où nous sommes adressés au peuple sénégalais dans un exercice de vérité et de clarification par rapport à un complot odieux ourdi par le régime en place, simplement pour nous écarter du champ politique, et parce qu'aujourd'hui, il relève pratiquement du secret de polichinelle que l'entreprise politique que nous avons mise en place il y a de cela juste 6 ans est devenue plus qu'une réalité politique, est devenue une force politique incontournable. Et cela a fini par jeter un peu à créer une situation de peur, pour ne pas dire de psychose, chez nos adversaires. Et ils s'étaient jurés de mettre un terme à cette entreprise politique. Et bien entendu, en Afrique, quand on veut mettre un terme à une entreprise politique, on se dit que si on liquide la personne qui se trouve à la tête de cette entreprise politique, on aura réussi à liquider en même temps cette entreprise politique. Cela a entraîné les réactions qui ont été les nôtres. Nous avons refusé de nous livrer pieds et poings liés. Nous avons refusé d'être le énième agneau du sacrifice, puisque nous connaissons bien ce régime qui a utilisé ces méthodes bien avant nous pour brimer du moins, et liquider des adversaires politiques. Cela est passé d'abord par la communication. C'est peut-être de cela que vous parlez quand vous nous parlez des
des déclarations, où il a fallu à chaque moment nous adresser à ce peuple sénégalais pour lui dire ce qu'il en est exactement. Cette communication a produit l'effet que nous attendions, puisque nous avons un très grand peuple, un peuple digne, un peuple fier, mais un peuple surtout connu pour son refus et son rejet total de l'injustice. Ce peuple a compris ce qui se jouait et ce peuple a fait de ce combat sien, s'est levé comme un seul homme et a mis en déroute l'adversaire, a mis un terme, en tout cas a freiné pour le moment en tout cas ce complot qui était en marche. Nous profitons de l'occasion pour rendre un hommage vibrant à ce peuple, pour le remercier à notre nom, au nom de notre famille biologique, au nom de notre famille politique. Mais ce peuple a lancé un message très fort à l'Afrique et au monde, pour lui rappeler que ce peuple sénégalais qui a toujours été considéré comme un peuple particulier, un peuple fort, un peuple digne, un peuple qui est très attaché à sa démocratie, à ses libertés, que ce peuple-là, il est encore là et il est encore le même. Et cela nous fait notre fierté en tant que Sénégalais. Quand je vois toutes les réactions que j'ai reçues de partout en Afrique, mais de partout du monde, toutes ces réactions de satisfaction, de félicitations, de fierté de voir qu'en Afrique, il y a encore des peuples qui peuvent dire non, des peuples qui peuvent se battre au nom de l'intérêt général, au nom des principes et des valeurs. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est sorti grandi de cette épreuve. Nous félicitons le peuple sénégalais après l'avoir remercié pour cette posture. C'est une appréciation à chaud, une appréciation aussi qui nous fonde à penser que plus que jamais, nous sommes une très grande formation politique. En tout cas, nous en sommes sortis grandis. Nous en sommes sortis ragaillardis, plus forts encore. Nous en sommes sortis plus déterminés, 100 millions de fois plus déterminés à faire triompher l'idéal pour lequel nous nous sommes engagés en politique, l'idéal pour lequel nous nous battons et l'idéal pour lequel les Sénégalais croient. Parce que les Sénégalais veulent d'un changement structurel. Les Sénégalais veulent qu'enfin nous prenions le bon départ. On a connu beaucoup de ratés de l'indépendance à maintenant. À chaud, c'est peut-être une première lecture qu'on peut faire de ce qui s'est passé. Nous avons malheureusement, par la faute exclusive des tenants du pouvoir, dans cette obsession haineuse de venir à bout d'un adversaire politique, et cette propension à comploter, cela a produit le résultat que ça a produit. Aujourd'hui, nous enregistrons 13 pertes en vie humaine, des pertes de jeunes, dont le plus jeune avait 12 ans et le plus âgé avait 35 ans. Mais si vous voyez bien la moyenne d'âge de ceux qu'on a perdus, ça ne dépasse pas 18 ans ou 19 ans. Parce qu'en dehors de celui qui a 35 ans, nous avons tout est concentré dans la tranche 22 ans, 12 ans, avec beaucoup de jeunes de 17 ans, 18 ans. C'est des pertes extrêmement douloureuses pour nous. Parce que ces jeunes-là méritaient de vivre. Ces jeunes-là méritaient de découvrir ce qu'est la vie, de connaître la même chance que nous avons nous tous eu à connaître, c'est-à-dire de vivre, de réussir leur vie, de fonder des foyers, de trouver de bons travail, d'aider leurs parents. Tout cela a été interrompu malheureusement par le vice et la cupidité d'un régime avec ses méthodes obscènes consistant à comploter pour liquider des adversaires politiques. Ces victimes, nous ne les oublierons jamais. Si notre détermination était de 1000, elle est d'1 milliard aujourd'hui. Parce que le seul hommage que nous pouvons rendre à ces victimes, la seule gloire que nous pouvons leur rendre, c'est que ce projet aboutisse. Et que de là où ils sont, ils puissent voir qu'ils ne se sont pas sacrifiés pour rien. Si des jeunes de 12 ans, de 15 ans, de 17 ans, de 20 ans ont été capables de comprendre notre discours, de le décortiquer et d'y entrevoir l'espoir qui avait quitté les Sénégalais au point de se donner
de se battre à main nue contre des forces de l'ordre, mais surtout au point de prendre des risques en sachant que le pouvoir avait recruté des nervis armés pour tuer. Nous considérons que nous, en ce qui nous concerne, en tout cas moi personnellement, ce qui me reste à vivre, aucun sacrifice ne sera de trop. Aucun. Qu'il se rapporte à ma personne, à ma vie, au peu de biens que j'ai. Aucun sacrifice ne sera de trop pour que ce projet triomphe. Mais mieux encore, nous n'avons pas le droit, nous, parce que si c'était le cas, nous n'aurions pas de compte à rendre seulement à nos compatriotes, mais nous aurions surtout un compte à rendre à Dieu. Nous n'avons pas le droit aujourd'hui. Si en 2024, par la grâce de Dieu, nous bénéficions de la confiance des Sénégalais, nous n'aurions pas le droit de ne pas appliquer le projet, les idées pour lesquelles les Sénégalais nous ont fait confiance, adossés sur le patriotisme, adossés sur l'impératif de privilégier en toute chose les intérêts nationaux sur tout autre intérêt, adossés sur ce même impératif de mettre un terme à la corruption endémique qu'il y a dans ce pays, à l'enrichissement sans cause, au clientélisme, au népotisme, adossé sur l'impératif de définir les vraies priorités des Sénégalais, que sont l'accès à l'emploi pour les Sénégalais, de bonnes structures sanitaires pour pouvoir accéder aux soins, de bonnes structures éducatives pour pouvoir éduquer nos enfants et leur donner le meilleur niveau possible pour construire ce pays et ne pas attendre que de l'expertise vienne de l'extérieur. Autant de choses que les Sénégalais attendent de nous. La reprise en main de notre destin national, de notre souveraineté, la reprise en main de nos ressources naturelles qui ont été vendangées, bradées à vil prix par le régime en place. Tout ceci, nous n'avons plus le droit. Si ça devait nous coûter la vie, que ça nous coûte la vie. Mais aujourd'hui, ne serait-ce que pour la mémoire de tous ces jeunes qui sont morts, mais également, ne serait-ce que pour rendre hommage à tous ces jeunes qui ont été blessés. Certains ont été amputés de la main, d'autres ont été amputés de la jambe, d'autres encore ont perdu un œil, d'autres, je dois rendre visite d'ailleurs tout à l'heure à un qui est paraplégique, tétraplégique même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut bouger aucun de ses membres et qui a été sauvagement agressé par les forces de l'ordre. Ne serait-ce que pour la mémoire de tous ces gens-là. Et ceux qui ont séjourné en prison. Vous savez, la liberté, elle est fondamentale chez l'homme. Dieu nous a créés pour être des gens libres. L'interdiction, c'est l'exception, même dans toutes les religions. Le principe, c'est l'autorisation, parce que l'homme est conçu pour être libre. Donc, 1 heure de privation de liberté, c'est déjà lourd. Imaginez que des gens ont pu faire un long séjour carcéral. Il y en a encore une trentaine qui sont entre les mains de Macky Sall et de son régime, entre Diourbel, Dakar et Ziguinchor. Ne serait-ce que pour tous ces gens-là, ça me concerne, mais ça concerne l'ensemble des patriotes. Nous n'avons pas le droit de ne pas faire aboutir ce projet. C'est devenu Au début, quand on démarrait en politique, je disais, nous n'avons pas d'obligation de résultat. Nous avons uniquement une obligation de moyens. Parce que Dieu, dans sa générosité, ne nous oblige jamais à des résultats qui ne dépendent pas totalement et fondamentalement de nous. Même les prophètes, Dieu leur a dit, vous n'avez pas d'obligation de résultat. Vous avez une obligation de moyens, transmettez le message. Celui qui va croire ou celui qui ne va pas croire, ça ne relève pas de vous. C'est ce que je disais tout le temps. Mais aujourd'hui, personnellement, je m'assigne une obligation de résultat. Nous avons. Chaque patriote doit le comprendre. Chaque sympathisant doit le comprendre. Au Sénégal, comme partout en Afrique, nous avons désormais une obligation de résultat par rapport au combat que nous menons. Rappelez également à ces autorités religieuses qu'au moment où nous parlons, il y a encore 22 détenus non libérés qui sont au niveau de la MAC de Diourbel, et les juges d'instruction ne fait montre d'aucun empressement à les entendre et à les libérer, au simple motif qu'ils seraient très remontés du fait de l'incendie du tribunal de Baké. Cela pose un problème également. Il y en a 4 également à Ziguinchor qui n'ont pas été libérés à ce jour.
Nous tenons à en informer les autorités religieuses qui avaient entrepris cette médiation heureuse, peut-être qu'ils n'ont pas totalement l'information que Macky Sall et son gouvernement n'ont pas encore totalement respecté leurs engagements sur ce point, comme ils n'ont pas respecté leurs engagements sur quasiment tous les autres points qui ont été soulevés, notamment le respect du calendrier électoral, l'indemnisation des victimes, parmi les plus importants, l'identification et la traduction devant les tribunaux de ces nervis qui ont été recrutés et utilisés par eux pour brutaliser, blesser et certainement tuer des manifestants. Entre autres questions, je crois qu'il y a une plateforme de 10 questions qui ont été remises à l'autorité religieuse. C'est dans la même veine, nous considérons que il ne suffit pas de garder très vivace dans notre mémoire le souvenir de ces martyrs. C'est pas le seul hommage qu'on peut leur rendre. Il ne s'agit pas simplement de dire que ça va alimenter chacun des actes que nous allons poser dans le cadre de notre activité politique pour atteindre l'objectif, mais il faut aussi que justice soit faite. Parce que si vous voyez que ce genre d'acte demeure répétitif, on a l'impression d'une éternelle répétition. Il y en a eu en 2012, il y en a eu dans les universités. Chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a mort d'hommes par balle, tirés quelquefois par les forces de l'ordre, tirés d'autres fois par des nervis recrutés par le pouvoir, mais après il n'y a pas de suite. Et les hommes politiques trahissent leur peuple. Parce que si l'actuel régime, après son élection en 2012, avait pris les mesures qu'il fallait pour que les crimes de 2012 soient élucidés, peut-être que les gens y regarderaient à plusieurs reprises avant de reprendre les mêmes actes. Mais l'impunité est le lit de la perpétuation de ce genre d'actes. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'il faut qu'on se batte. En quoi faisant? Dans le cadre du M2D, justement, les juridictions nationales seront saisies. Nous avons annoncé des plaintes à la CPI, mais vous savez, avant d'aller dans les juridictions internationales, que ce soit la CPI, la Cour africaine des droits de l'homme ou la CEDEAO, il faut d'abord épuiser les recours internes. Et c'est pourquoi ce sera fait dans les tout prochains jours, parce qu'il y a une équipe assez dynamique qui y travaille dans le cadre du M2D. Mais au-delà, nous envisageons d'aller au niveau international, parce que ce qui s'est passé, c'est des crimes contre l'humanité. Et la seule responsabilité est celle du gouvernement de Macky Sall. Nous avons suivi leur mascarade de la sortie de l'autre jour. Je veux dire aux Sénégalais que le gouvernement ne s'adresse pas aux Sénégalais. Il ne parle pas au peuple sénégalais. Il parle à la communauté internationale parce qu'il a subi énormément de pression par rapport à ce qui s'est passé. Aussi bien de l'ONU, de l'UA, de la CEDEAO, des organisations de défense des droits de l'homme. Et il leur fallait essayer de répondre. Mais comment pouvez-vous avoir des cas de meurtre confirmés par les autopsies, meurtres par balle, dont certains c'est des meurtres par balle, avec des vidéos qui ont été tournées, avec des témoins qui sont là, le procureur de Macky Sall qui ne s'en saisit pas, et on nous parle d'une commission d'enquête. C'est un théâtre. Et c'est pourquoi nous considérons que ce que le gouvernement fait en la matière ne nous intéresse pas. Vous ne pouvez pas assassiner des gens et revenir vouloir vous-même faire la lumière. Et si le gouvernement était cohérent avec lui-même, il allait ouvrir tout de suite une procédure contre Ousmane Sonko, parce qu'il a fait un réquisitoire pour dire que le seul responsable c'est Ousmane Sonko. Vous êtes gouvernement, vous avez votre ministre de la Justice, le parquet relève de vous. Si vous avez identifié un responsable de meurtre, je ne parle même pas d'un meurtre, mais de 13 meurtres, vous aurez dû immédiatement le traduire en justice. Donc nous considérons que c'est une mascarade, que ça ne nous intéresse pas, mais que nous allons continuer la procédure. Et mieux encore, le M2D va produire dans les tout prochains jours, c'est presque finalisé, un mémorandum pour établir la vérité par rapport à toutes ces contre-vérités débitées par le gouvernement de Macky Sall. Oui, nous sommes tous témoins du comportement de ce gouvernement. Un comportement irresponsable. D'abord, il y a beaucoup de mensonges, de contre-vérités qui sont distillés par le gouvernement sur la responsabilité, sur l'imputabilité des faits, sur les faits eux-mêmes,
Tous les Sénégalais ont été ébahis. C'est comme si on ne vivait pas la même chose. C'est à la limite ridicule. Il y a beaucoup de mensonges que le gouvernement distille et continue à distiller. Ensuite, il y a le discours très haineux du gouvernement. Avec Macky Sall, on est en train de toucher le fond. Car nous ne sommes pas trop vieux, mais de nos 46 ans de vie, nous n'avons jamais entendu l'instrumentalisation et l'exacerbation du discours ethnique et religieux à ce point au Sénégal. Jamais. C'est avec Macky Sall qu'on l'a vu. L'instrumentalisation de l'ethnie, même dans les nominations à des postes de responsabilité, c'est avec Macky Sall qu'on l'a vu. Et que des gens puissent, dans des discours distillés par la presse, que des gens puissent s'attaquer à l'ethnie de quelqu'un, à sa religion, à ses convictions, ça on ne l'a jamais vu au Sénégal. L'histoire retiendra que c'est avec Macky Sall qu'on a touché le fond. Tout en cet homme respire la haine, l'esprit de vengeance, l'intolérance, tout respire cela. Macky Sall ne connaît pas l'adversité, il connaît l'inimité. C'est-à-dire, vous êtes avec moi, c'est bon. Vous n'êtes pas avec moi, vous êtes un homme à abattre par tous les moyens possibles. Et c'est pourquoi nous avons tous les discours haineux que nous, j'allais dire puants même, qu'on nous distille depuis quelques années. Et tous ceux qui débutent ces discours-là sont des alliés de Macky Sall, sont envoyés par Macky Sall. Voilà un homme qui, en surface, peut paraître très policé, mais en réalité, qui téléguide des gens, qui vont insulter pour lui, qui vont diffamer pour lui, etc., etc. Et les Sénégalais ont fini par le comprendre parce qu'au début, on disait que voilà un homme très affable, très calme, etc. Les promesses, enfin, je crois que nous avons tous suivi. Il a fallu attendre d'être dans la posture qui a été la sienne et que nous avons, nous, accepté. En tant que républicains, il faut que les Sénégalais se le rappellent et que l'histoire le retienne. Parce que si nous n'avions pas fait la sortie qu'on a faite ce lundi pour demander à tout le monde de garder son calme et que, en tant que démocrate, l'objectif n'a jamais été de mettre fin à un mandat. Tout le monde savait que le mandat de Macky Sall était dans la rue. Tout le monde savait que le pouvoir était dans la rue. Il aurait fallu 24 heures de manifestations supplémentaires pour que ça en soit fini de lui. Et c'est nous qui avons pris sur nous de dire que ce n'est pas ça la démocratie, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous combattons l'injustice, c'est vrai. Mais dès lors que nous avons pu instaurer le rapport de force avec le soutien de tout le peuple sénégalais, mieux vaut arrêter et ne pas aller trop loin, c'est-à-dire d'être dans une situation où peut-être l'armée aurait pris sa responsabilité légitime pour mettre un terme à ce mandat qui devenait dangereux pour le pays. Donc c'est nous qui avons accepté de sauver le pouvoir de Macky Sall. Mais il a fallu, après il y a eu l'intervention des guides religieux, il a fallu pas moins d'une semaine pour que tous ces gens-là qui s'étaient terrés comme des rats pendant toutes ces manifestations-là sortent de leur trou pour insulter, agresser. Jusqu'à présent, ça continue. Vous avez vu l'agression contre les jeunes du Fouta. Vous avez vu l'agression contre Guy Marius Sagna et compagnie. Ceci dit, il a fallu qu'on en soit arrivé à cette situation pour que Macky Sall sorte dans un discours creux, téléguidé par une peur bleue, et pour faire des annonces. Je crois que, comme on dit, ces annonces n'engagent que ceux qui vont y croire. Ce que Macky Sall n'a pas pu faire jusque-là, il ne le fera pas dans les 2 ans à venir. Macky Sall ne peut pas créer d'emploi dans ce pays parce qu'il n'en a ni la vision ni la compétence. Il n'en a pas les moyens, surtout économiquement. Il a atteint quasiment le plafond de l'endettement. On n'a aucune capacité d'augmenter nos ressources fiscales parce que la fiscalité suit l'économie. Si l'économie ne marche pas, la fiscalité ne marche pas. Or, l'économie du Sénégal est par terre. Donc, c'est de l'argent qu'on va jeter par terre. Encore aurait-il fallu qu'on nous dise, qu'on nous fasse d'abord l'évaluation de tous les programmes pendant ces 9 ans-là. De la DER, de toutes les autres organisations de financement ou d'encadrement des jeunes qui n'ont rien produit de bon si ce ne sont des détournements. Où est-ce que sont passés les milliards du Prodac? Ça a été détourné et c'est ces gens-là qui ont détourné l'argent qui sont là pour occuper les plateaux de télé, parler de tout et de rien. Donc, c'est des promesses démagogiques. Et je crois que la jeunesse sénégalaise est assez outillée aujourd'hui pour comprendre que
il faut passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est d'en finir avec Macky Sall en 2024, d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire avec des gens qui en ont les idées, le programme, la vision, qui en ont la probité, mais qui sont surtout des patriotes, qui tiennent à notre souveraineté. Tout le reste, c'est de la pagaille, de la poudre aux yeux. Et le pire encore, c'est que ces gens-là n'ont aucun respect pour la mémoire des victimes. Vous avez vu que l'État n'a rien fait déjà pour ces victimes. Mais au lendemain de cette affaire, ils sont en train de sortir des milliards et des milliards pour remplir des places publiques, soi-disant pour faire des meetings. Ce n'est pas respecter la mémoire des victimes. Ce n'est pas respecter la mémoire des victimes. Et nous considérons que ces gens-là ne méritent pas de diriger le Sénégal. La suite judiciaire, vous savez, j'entends beaucoup de Sénégalais crier, certains en tout cas parler, c'est une minorité heureusement, en disant procès, procès, procès. Qui a peur d'un procès? Nous exigeons nous-mêmes, mais il faut comprendre que la justice également a ses règles. On est à l'étape d'une instruction. Pour un dossier aussi vide, absolument rien dans ce dossier-là. Le bon sens voudrait qu'on ne puisse même pas sortir de l'instruction. Un juge indépendant et sérieux classerait ce dossier sans suite. Mais nous disons, si ce qu'on a refusé, nous, ce n'était pas un procès. Ce qu'on avait exigé, c'était que nos droits soient respectés. Premièrement, nous avons démontré que c'était un complot. Et c'est pourquoi ils ont peur d'un procès. Parce que ce procès-là sera un procès très intéressant. Ce que nous avons démontré d'abord, c'est que c'était un complot qui implique directement Macky Sall, Antoine Diome, son épouse, l'épouse d'Antoine Diome, ministre de l'Intérieur, Mamadou Mamour Diallo, Serigne Bassirou Gueye, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, nous avons pu le démontrer aux Sénégalais. C'est pourquoi les Sénégalais ont répondu à notre appel. Ensuite, nous avons dit que ce dossier est vide. Respectez nos droits. Vous ne pouvez pas escamoter la procédure. Nous bénéficions d'une immunité parlementaire. Vous nous convoquez sans respecter la procédure. C'est le premier point d'achoppement. Deuxième point, toute la procédure qui a été suivie est irrégulière et illégale. Et ça, tous les députés de l'opposition l'ont dit, tous les constitutionnalistes l'ont dit. Aujourd'hui, en principe, je jouis encore pleinement de mon immunité parce que la procédure à l'Assemblée a été escamotée. La procédure qui a été initiée par le juge d'instruction, le premier juge d'instruction qui s'est dessaisi, et on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, je disais que le seul domaine où Macky Sall peut faire du fast-track, c'est dans le dossier d'Ousmane Sonko. Le même jour, le dossier a quitté le parquet pour aller au juge d'instruction, revenir du juge d'instruction au parquet, ensuite qu'on puisse saisir les autorités judiciaires compétentes qui saisissent la chancellerie, qui saisissent l'Assemblée nationale. Le même jour, à moins de 4 heures de temps, on a fait tout le circuit. La commission d'enquête parlementaire, ça a été une mascarade. Une commission d'enquête parlementaire doit obligatoirement, une commission pour lever l'immunité parlementaire doit obligatoirement comporter 12 membres. Ça, c'est le texte qui le dit. Si un membre démissionne, il faut pourvoir à son remplacement. 2 membres avaient démissionné, en l'occurrence Cheikh Bamba Dièye et Guirassy, les honorables Cheikh Bamba Dièye et Guirassy. La commission est irrégulière. Cette commission ne peut pas lever l'immunité parlementaire. Autant de forcing qui ont été faits. C'est pourquoi j'aurais été dans mon droit si j'avais refusé de répondre. Mais comprenant la situation, nous avons dit, OK, nous allons répondre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est le respect des procédures et du droit. Parce que tout ce qui s'est passé en termes de vice, nos avocats ont posé les actes qu'il faut. On suivra ça jusqu'au niveau international. Le truc des parlementaires au niveau international a été saisi au niveau de Genève. Des procédures vont être déposées au niveau de la CEDEAO et au niveau international. Parce que nous n'allons pas les laisser. Macky Sall, ce n'est pas son problème de droit. Il a l'habitude de faire ça. Mais ça, cette fois-ci, ça ne passera pas. Et donc, nous avons dit respectez d'abord nos droits. Ce n'est pas qu'on ait peur du dossier. On n'a absolument peur de rien. Et on est très pressé. Le juge d'instruction a commencé. Malheureusement, l'un s'est dessaisi, l'autre vient de décéder. Que Dieu ait pitié de son âme. En tant que musulmans, nous souhaitons toujours à quelqu'un qui décède la miséricorde divine. Maintenant, on attend la suite. Mais quel que soit Alpha, si la procédure est respectée et le droit est dit, on n'a aucun problème. S'ils continuent dans leur mascarade, ils nous trouveront devant eux parce que moi, je ne serai jamais l'agneau de leur sacrifice.
Et PASTEF ne l'acceptera pas. Le M2D ne l'acceptera pas. Les Sénégalais ne l'accepteront pas. Tout ceci concourt à un seul objectif. C'est que Ousmane Sonko ne doit pas être éligible en 2024. Je dis à Macky Sall que s'il plaît à Dieu, si ma formation politique et nos alliés m'investissent, rien ni personne ne pourra m'empêcher d'être candidat en 2024. Rien ni personne. Ce qui est sûr, c'est que lui ne sera pas candidat. Parce que c'est fini. Mais rien ni personne, Inch'Allah, ne pourra m'empêcher d'être candidat en 2024. Et certainement, nous le souhaitons. Mais nous sommes convaincus que aussi, c'est largement possible et certainement de gagner cette élection présidentielle en 2024 pour être le 5e président du Sénégal et espérons-le qui va impulser les changements que tous les Sénégalais attendent. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que nous ne pourrons pas accepter que les gens, pour un dossier aussi vide, qui peut faire l'objet d'une instruction rapide en quelques semaines, qu'ils traînent les pieds pour attendre à la veille des scrutins, en pleine campagne ou avant les campagnes, où je serai en tournée ou en campagne pour nous appeler. Il l'avait fait déjà avec le dossier des 94 milliards, où en pleine campagne électorale, ces soi-disant députés de la majorité convoquent l'Assemblée nationale pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire et prétendre me convoquer, ce que j'avais refusé. Et j'ai continué à refuser bien après la campagne. Donc, nous voulons que ce dossier soit vidé le plus rapidement possible. Et nous avons instruit nos avocats qui ont posé beaucoup d'actes ces dernières semaines, lesquels actes n'ont pas encore donné suite à des réponses, pour la simple raison que le juge était indisponible. Mais nous considérons, nous, qu'en aucun cas, ce dossier ne peut constituer une épée de Damoclès politique pour nous empêcher de vaquer à nos occupations. Nous n'accepterons pas que ce contrôle judiciaire qui n'a aucun sens, comment pouvez-vous mettre sous contrôle judiciaire un homme politique de premier plan qui a l'ambition de diriger le pays, qui est député à l'Assemblée nationale, et pour lui dire que vous n'avez pas le droit de sortir du territoire national. Nous n'accepterons pas que notre liberté de nous déplacer et de sillonner le monde, si on le veut, pour aller à la rencontre des compatriotes et éventuellement des décideurs mondiaux, que cette liberté soit bridée simplement parce que il y a, soi-disant, ce dossier-là. Nous voulons être clairs, ce dossier doit être vidé le plus rapidement possible et c'est ça que nous attendons d'une justice digne de ce nom, d'une justice indépendante, parce qu'il n'y a absolument rien dans ce dossier. Le respect des institutions maintenant, c'est cela. Le premier qui ne respecte pas les institutions dans ce pays, c'est Macky Sall. Le premier. Donc, comment pouvez-vous comprendre que ceux qui incarnent ces institutions sont les premiers à eux-mêmes s'asseoir sur ces institutions-là, si les règles unanimement adoptées par les Sénégalais pour encadrer ces institutions-là, qu'un procureur de la République passe outre toutes les règles les plus élémentaires pour se livrer à des chasses à l'homme, qu'un juge d'instruction en fasse de même, qu'un président de la République s'immisce dans les dossiers judiciaires pour demander la relaxe ou l'emprisonnement de tel ou tel. Comment voulez-vous que les gens respectent ces institutions-là? Nous ne respecterons les institutions que lorsque ces institutions-là seront incarnées par des hommes et des femmes de principes et de valeurs qui comprennent qu'ils sont là pour servir le peuple sénégalais, dire le droit au nom du peuple sénégalais. Et ces institutions-là, si elles sortent de cela, nous invoquerons toujours et tout le temps notre droit constitutionnel à la résistance. Tout le temps. Parce que la Constitution, elle est là pour tout le monde. Elle s'impose au président de la République. Qu'est-ce qu'est l'État de droit? L'État de droit, c'est un État où tout le monde se soumet au droit, à commencer par l'État lui-même. Il se soumet au droit. Et quand on parle de l'État, le premier concerné, c'est le président de la République. Mais quand on a un président de la République qui pense que lui, il est au-dessus de tout, il peut se permettre de faire n'importe quoi, à partir de ce moment, il nous trouvera devant lui et on invoquera notre droit à la résistance. Et il a goûté à ce droit à la résistance. Ceci dit, nous avons théoriquement de bonnes institutions, mais les hommes qui incarnent ces institutions, je suis désolé de le dire, sont une calamité, que ce soit au niveau du pouvoir judiciaire, pas tout le pouvoir judiciaire, il y a d'excellents magistrats dignes, et ils sont plus nombreux d'ailleurs. Malheureusement, comme partout ailleurs dans nos administrations, on prend ce qu'il y a de plus de plus exécrable, le terme n'est pas trop fort,
dans les professions pour les mettre à des positions de travail d'où ils reçoivent des ordres complètement aux antipodes des bonnes pratiques pour être au service d'un exécutif. Et donc, c'est ça le problème aujourd'hui du Sénégal, aussi bien au niveau du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire que du pouvoir exécutif. Et c'est pourquoi nous disons que tant que nous aurons en face de nous ces gens-là, je suis désolé, je ne serai pas ces hommes politiques qui se livreront poings et pieds en disant respect des institutions. S'il faut donner notre vie, nous la donnerons. Mais nous n'accepterons pas certaines choses. Et je l'avais dit en disant à Macky Sall qu'il va falloir qu'il se salisse cette fois-ci. Il n'avait pas compris le message, comme tous les autres messages que je lui ai envoyés. J'espère que cette fois-ci, il aura bien compris. Nous gardons notre position. Apparemment, ça fait très mal parce que j'ai vu dans le mémorandum qu'il parle de légitimité, que nous remettons en cause la légitimité. Nous considérons que Macky Sall n'était pas légitime en 2019 déjà, parce qu'il avait préfabriqué une victoire technique. Et tous les 4 candidats de l'opposition s'étaient réunis pour lui dénier cette légitimité. Qu'est-ce qu'il est advenu des autres? Je ne sais pas. L'homme n'a que sa parole. La dignité n'a pas de prix. Moi, je ne suis pas un homme versatile qui tourne de sa veste. Quand je prends une position de principe adossée sur un examen minutieux d'une situation, rien ni personne ne peut me faire varier. Que des gens aient accepté de signer avec nous que Macky n'était pas légitime et qu'ils se retrouvent aujourd'hui auprès de Macky Sall, c'est leur problème. Ma dignité ne me permettra jamais cela. Jusqu'à la fin du mandat de Macky, je continuerai à dire que cet homme n'est pas légitime. Ceux qui n'ont pas fait le droit ne peuvent pas comprendre, peut-être, en tout cas certains, la différence entre légitimité et légalité. Macky est un président légal, c'est lui le président du Sénégal. Il a prêté serment, la Constitution dit que c'est le président. Il représente le Sénégal partout en tant que président de la République. Ça, c'est la légalité. Ce qu'on tire des textes. La légitimité, c'est ce qui vient de l'approbation, la validation populaire. Que tous les Sénégalais disent, je me reconnais en Macky comme président. Je peux vous dire aujourd'hui que 80% des Sénégalais ne se reconnaissent pas en Macky comme président de la République. Il n'est pas légitime. Ça, je le disais avant. Et les événements qui sont passés viennent confirmer que cet homme n'est pas légitime. Parce qu'il a été rejeté par tout le peuple. Voilà un homme qui, à un moment donné, est le sort, l'histoire est ce qu'elle est. Voilà un homme qui voulait priver un adversaire politique de liberté. S'il aurait pu le tuer, il l'aurait fait certainement. Et voilà un homme qui, durant tous ces événements-là, était lui-même en prison. Parce que son horizon spatial ne dépassait pas Mermoz, le palais, avec des chars de combat partout. Quand un président en est réduit à cela, ce président n'est plus légitime. Il fait l'objet d'un rejet massif de sa jeunesse qui fait 65% de ce pays, des moins jeunes, de sa diaspora. Et on ose nous dire pourquoi nous disons que Macky Sall n'est pas légitime. Je continuerai à dire que Macky Sall est le président légal jusqu'au terme de son mandat. Et nous lui souhaiterons de terminer ce mandat en paix. Mais il n'aura jamais la légitimité en face de moi. Quand on organise des élections, en étant le seul à tenir le fichier électoral, à l'avoir préparé, à trier à qui on va remettre une carte d'électeur et à qui on va la refuser, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné cette élection. Vous avez truqué l'élection et vous n'êtes pas légitime. Et je ne vois pas en quoi ça peut heurter. Ablaye Wade, de 88 à 93, a toujours refusé les victoires de Abdou Diouf. Ça ne l'a pas empêché à un moment donné même d'aller dans le gouvernement d'Abdou Diouf. Ça ne l'a pas empêché de l'appeler Monsieur le Président s'il le voulait. Parce qu'il lui refusait la légitimité. Mais il reconnaissait que légalement, c'est le Président de la République. Donc que ça fasse mal à nos amis de l'autre côté au point de gesticuler un peu partout, il va falloir qu'ils apprennent à souffrir. Parce que jusqu'en 2024, je dirai à la face du monde que Macky Sall n'est pas un président légitime. Il n'est pas le président légitime du Sénégal. En tout cas, pas le mien. Et je considère que 80 ou 90% des Sénégalais considèrent qu'il n'est pas légitimement le président. Il ne représente pas l'image ou le souhait que les Sénégalais formulent, l'image qu'ils projettent de ce que doit être le président de la République. Et donc, il n'est pas un président légitime. Les autorités religieuses, ciment unificateur et garante de notre cohésion sociale, s'intéressent à l'apaisement de l'espace politique. Quelle relation entretenez-vous avec elles? Oui, il faut se réjouir au Sénégal que nous ayons les autorités religieuses que nous avons. Vous savez, l'autre jour, j'ai discuté avec un de nos doyens
et qui n'est même pas musulman, et qui se réjouissait qu'on ait les autorités religieuses que nous avons, musulmanes notamment. Encore que, c'est toutes les autorités religieuses. Nous avons toujours vu la position et la posture de l'Église catholique, que tout le monde salue. C'est toujours des positions extrêmement équilibrées, mais surtout des positions de vérité à des moments bien précis. Nous avons vu le rôle que nos autorités religieuses, depuis l'indépendance jusqu'à présent, voyons ce que quelqu'un comme Abdelaziz Sy Dabakh faisait. Jusqu'à présent, nous aimons tous. À chaque occasion, c'est ces prêches qui sont passés dans les radios et les télés pour nous ramener à l'essentiel. Nous avons vu ce que Seigneur Muntaha vient de faire dans ce dossier bien précis, qui nous a permis d'avoir ce calme que nous avons. C'est une chose qu'il faut saluer, qui manque à beaucoup de pays africains, pour ne pas dire aux autres pays africains, et même aux autres pays du monde. Il faut continuer à le saluer et à y travailler, parce qu'il n'y a jamais un acquis définitif. Il faut savoir sauvegarder des acquis. C'est pourquoi d'ailleurs dans notre programme de 2019, j'avais inscrit l'institutionnalisation des relations entre la religion et l'État. Parce qu'il faut donner un statut officiel à ces... C'est des institutions. C'est des institutions au même titre que le président de la République. Et il ne faut pas attendre que le pays brûle pour aller leur demander leur intervention. Il faut mieux les associer, pas seulement sur des questions de ce genre, mais sur toutes les politiques qu'on veut faire. S'ils agréent ces politiques-là et s'ils s'y engagent, ça accompagne un gouvernement. Si vous voulez avoir une bonne politique agricole, les plus grands agriculteurs au Sénégal, c'est qui? C'est nos autorités religieuses. Avec une bonne communication, je pense qu'on peut faire de grandes choses avec elles. Donc, sans féliciter, personnellement, ça n'a pas été facile. Il faut dire les choses telles quelles. Parce que ceux que j'ai en face de moi avaient et continuent à faire un très sale travail auprès de ces autorités religieuses. Tantôt, je suis présenté comme un salafiste, tantôt comme quelqu'un qui veut éteindre les foyers religieux, tantôt comme quelqu'un qui est financé de l'étranger, ainsi de suite. Tout ça nous a malheureusement suivi jusqu'à présent, parce que ça a pu faire, il faut dire les choses telles quelles, ça a pu faire son effet auprès de certaines autorités religieuses, certaines n'ont même pas pris le temps de me connaître, de m'entendre, de savoir qui c'est. Mais le gouvernement de Macky Sall, jusqu'au moment où je vous parle, dans beaucoup de foyers religieux, il y a des gens qui sont prépositionnés uniquement pour répéter ce genre de discours auprès de ces autorités religieuses. Je considère qu'il y a une évolution, on rend grâce à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des relations au beau fixe avec toutes les autorités religieuses, de toutes les religions confondues, de toutes les tariqas confondues. Nous allons continuer à y travailler, mais nous voulons conclure ce chapitre pour dire à ces autorités religieuses qu'ils doivent plus que jamais veiller, parce que la situation demeure très précaire. Quand le Khalife général des Mourides a envoyé ses émissaires, la phrase qui m'a le plus frappé, c'est que dès l'introduction, Seigne Bassirou Porokhane, que j'ai découvert, un homme extraordinaire, un guide religieux au vrai sens du terme, totalement détaché des choses mondaines, la phrase qui m'a le plus frappé, il a dit, le Khalife en nous envoyant a dit, si vous avez deux personnes qui se battent, vous ne pouvez pas tenir les mains de l'une d'elles et laisser l'autre continuer à frapper. Nous avons dit, d'accord, donc il faut neutraliser les deux parties et pouvoir faire l'arbitrage. Nous avons accepté de surseoir à beaucoup de choses. Mais jusqu'à présent, vous avez vu le comportement totalement irresponsable de l'autre camp, qui continue à violenter, à insulter, à diffamer, à raconter n'importe quoi. Les Sénégalais sont tous témoins. Et nous considérons que, en tout cas, nous disons à ces autorités religieuses qu'il ne faudrait pas peut-être attendre que les choses se détériorent encore une fois, et qu'il est temps qu'on puisse neutraliser tout le monde dans l'intérêt du Sénégal, neutraliser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ne pas laisser une des parties pouvoir se permettre certaines choses, parce que la réaction risque de se déclencher à tout moment et ce serait déplorable, parce que ce que le Khalife a fait, c'est formidable, ça nous a permis d'avoir l'apaisement que nous avons. Le M2D est une organisation
qui est né de manière quasiment spontanée à la veille du déclenchement de tout ça, et qui s'est substitué à beaucoup d'autres, qui a occupé un vide qui était là, parce qu'il y a un déficit organisationnel de l'opposition dans sa globalité. Mais la particularité du MDD, c'est qu'il regroupe des partis politiques, des mouvements citoyens, des activistes, en tout cas tout ce que le Sénégal recèle de personnes de qualité, d'initiatives en faveur de la défense des droits et de la démocratie. C'est lié en tout cas de féliciter cette organisation, de les remercier également, parce que quoi qu'on puisse dire, ça s'est constitué pour défendre de manière générale les droits et la démocratie, mais ça s'est constitué par rapport à une affaire qui me concernait particulièrement. Et nous félicitons cette organisation, nous la remercions, nous l'encourageons, parce que le combat n'était pas seulement lié à l'affaire d'Ousmane Sonko. Je disais tantôt qu'il nous faut prendre enfin le bon départ. Le Sénégal et les Sénégalais ne supporteraient pas un énième faux départ. Et pour cela, il faut que toutes les forces vives de la nation se retrouvent non pas autour d'un homme, parce que les hommes importent très peu, mais qu'elles se retrouvent autour de projets, de visions, d'idéaux, pour dire non et pour dire que il faut en finir avec certaines pratiques. Nous avons notre page d'histoire, nous, à écrire par rapport à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous leur souhaitons un meilleur Sénégal. Et cela passe par la réussite, cette fois-ci, non pas d'une alternance simplement, mais beaucoup plus d'une alternative. Et cette alternative-là ne peut pas être politicienne. Elle ne peut pas être l'affaire d'un parti politique, d'un homme politique. Elle doit être une affaire d'un peuple qui doit faire un consensus large sur ce qu'il veut, ce qu'il attend de son devenir, quel modèle. On ne se pose pas souvent ces questions-là. Quel modèle nous voudrons avoir dans ce pays-là? Le modèle politique, le modèle socio-culturel, le modèle économique. Et c'est cela qui est important dans le MDD. Je pense que ça s'est conçu par rapport à une circonstance particulière, mais tous les acteurs considèrent que nous devons transcender cette affaire rapidement, mais continuer à être concentrés sur ce que doit être le Sénégal. Donc vous me permettrez en tout cas de féliciter, de remercier et d'encourager tous nos partenaires du MDD, parce que notre parti est simplement une des parties prenantes de ce vaste mouvement. Aujourd'hui, des Sénégalais de tous bords, sans distinction aucune, viennent vers PASTEF et s'approprient le projet. Qu'en est-il de l'organisation du parti, de ses activités? Oui, vous me permettrez là également de rendre un vibrant hommage à notre parti. Je le dis tout le temps, je m'honore d'être à la tête de ce parti. Et il m'arrive régulièrement de me dire, je ne le mérite même pas. Ce parti est quelque chose de sublime quelque part. Je n'exagère pas. Je le dis sur des bases factuelles. C'est que voilà un parti qui est parti du néant, il y a 6 ans à peine. Inconnu en tant que parti, mais inconnu également par ceux qui le composaient. Il y a 6 ans, 2014, on est en 2021. Ce parti a été créé par des inconnus, lui-même étant inconnu, des gens qui n'avaient aucun vécu politique. 6-7 ans plus tard, le parti en est là où nous en sommes. Mais le plus important, c'est que c'est un parti qui est porté par ses militants et non pas par un leader. Peut-être les 3 premières années, nous avons fait, nous, un travail en tant que leader pour réveiller en beaucoup de Sénégalais ceux qui sommeillaient et pour rassembler les Sénégalais qui avaient la même vision des choses. Les patriotes, il y en a partout, il y en a encore partout qu'il faut rassembler, mais qui n'avaient pas un cadre qui leur permettait de se retrouver autour de ces principes patriotiques. Peut-être que nous avons fait un travail les 3 premières années pour en arriver là. Mais j'ai pu dire que depuis quelques années, c'est le parti, c'est les militants du parti qui portent ce parti, qui font 10 000 fois plus et mieux que nous. Et ça, c'est une fierté. Je veux féliciter chacun et chacune de ces militants. Tous les responsables au niveau national, au niveau départemental, au niveau communal, tous les responsables de la diaspora, mais tous les militants, sans lesquels ces responsables d'ailleurs ne représenteraient pas grand-chose.
je veux les féliciter, les remercier et leur dire surtout qu'il faut qu'on continue ce travail. Nous sommes très proches du but. Le but n'étant pas de prendre le pouvoir pour en jouir, comme le conçoivent beaucoup d'acteurs politiques, mais le but, c'est d'accéder au levier de la décision pour transformer ce pays, pour mettre un terme à tout ce que j'ai dit, mais pour impulser une nouvelle dynamique basée sur l'amour de la patrie. Nous ne sommes plus très loin du but. C'est maintenant qu'il faut qu'on resserre les rangs. Nous avons devant nous des obstacles, parce que nos ennemis, parce que quand on en arrive à certains niveaux, on n'est plus dans l'adversité. Nos ennemis sont aussi bien au niveau national que peut-être hors de ce pays. Et ils se sont jurés que ce projet n'aboutira pas. Et ils savent qu'on est à 3 ans peut-être de l'aboutissement de ce projet. Il nous faut tous être vigilants, solidaires. Il nous faut rester concentrés sur l'essentiel. Certes, comme toute organisation humaine, quand vous rassemblez des gens, il y a des divergences. C'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas tous avoir la même façon de voir tout. Nous ne pouvons pas tous avoir la même conception de tout. Il peut y avoir le choc des ambitions. C'est tout à fait naturel. Moi, ça ne me gêne pas que des gens aient des ambitions. Si l'ambition est saine, si on pense avoir quelque chose à donner pour son pays, c'est tout à fait normal. Encore que le parti s'est doté de règles pour départager démocratiquement ces ambitions-là. Mais il ne faut pas que nous perdions du temps, ou qu'alors que par des comportements dissidents ou des comportements de querelle interne, que nous sapions les fondements de ce projet qui dépasse maintenant le Sénégal, qui est un projet africain. Il nous faut rester très concentrés sur l'essentiel. Nos personnes n'ont pas d'importance. Nos égos, nous devons les laisser de côté. Mais nous dire que nous sommes à quelques encablures de réussir, là où peut-être des gens qui étaient plus méritants que nous, les Cheikh Anta Diop, les Mamadou Dia, les Lumumba, etc., là où ils n'ont pas pu réussir. Nous sommes à quelques encablures de réussir cela. Donc, faisons tous preuve de grandeur. Évitons de verser dans les polémiques stériles et inutiles. Sachons identifier l'essentiel de l'accessoire. Certains débats inutiles qu'on peut exposer même dans les réseaux sociaux, etc., ça ne fait avancer rien. Moi, je considère que tant que l'essence du projet n'est pas compromis, ce pourquoi on se bat, les principes et les règles, les principes et les valeurs, le projet, tant qu'ils ne sont pas compromis, tout le reste est accessoire, c'est des débats de personnes. Et nous considérons qu'il faut aujourd'hui que nos militants s'élèvent à la hauteur des enjeux, parce que ce que nous sommes promis à nous, ce que nous avons promis aux Sénégalais, ce que nous voulons faire voir à l'Afrique et au monde, il va falloir de grands hommes et de grandes femmes pour le faire. Ceci dit, je suis extrêmement, personnellement, moi, satisfait du parti à la tête duquel je me trouve actuellement. Je m'honore et quelquefois j'observe ce qui se passe, je dis, suis-je le président de ce parti? Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu nous donne des militants de cette qualité et de cet engagement? Je les félicite, je les encourage et je leur dis que nous tenons de bon bout. Il faut continuer à se battre et à rester sur l'essentiel et à comprendre qu'il y a beaucoup de sacrifices qui nous attendent encore. C'est l'un des éléments de satisfaction que nous avons. Chaque week-end, quand j'observe ce qui se passe partout sur le territoire national et dans la diaspora, je crois que nous sommes devenus, je le dis sans nombrilisme particulier, je le dis de manière lucide, mais je crois que nous sommes en passe de devenir le premier parti politique du Sénégal. Le niveau de massification qu'il y a sur tout le territoire national, quelquefois, je vois les images et les Sénégalais doivent comprendre que je ne suis même pas informé. Je suis informé en même temps que l'initiative vient des militants et des militantes de sillonner le pays dans les coins et les recoins les plus reculés, de mettre en place des cellules, de construire après les sections communales, de structurer les coordinations départementales, ici comme dans la diaspora. C'est une satisfaction énorme. Mais je veux dire à nos militants que justement, tout ce qui a été agité dernièrement, c'était pour nous dévier de l'essentiel. Quand le pouvoir s'est rendu compte que nous obtenions le parti
le plus entreprenant, le mieux structuré, le plus ambitieux. La structuration, ce n'est pas forcément la structuration statutaire. Et c'est ça la force de PASTEF. Les gens n'attendent pas que ça vienne des statuts ou que ce soit le président qui dise ou l'administrateur, etc., etc. C'est des gens qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais vus. Vous vous levez, on vous dit là-bas à Mbelakadia où des gens sont levés pour mettre en place des cellules dans tel village, etc. Aujourd'hui, la demande est tellement forte que si vous prenez des endroits, je donne un exemple très basique, à Hambourg, ils installent presque 2 ou 3 cellules par jour. Il y a une liste d'attente maintenant pour l'implantation des cellules. C'est extraordinaire. Nous en rendons grâce à Dieu. Et quand le pouvoir s'est rendu compte de cela, parce qu'ils ont les renseignements généraux, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a 3 ou 4 aspects qui les terrorisent aujourd'hui. La vitesse, la propension à laquelle PASTEF est en train de se déployer sur tout le territoire national, alors qu'on n'a pas donné 1 franc aux gens. Ils viennent spontanément par conviction. La deuxième chose, c'est les programmes inédits que PASTEF a initié, les programmes citoyens. La troisième chose, ils n'ont jamais vu ça, c'est-à-dire que ce soit des militants qui disent nous n'attendons rien de nos leaders, mais c'est nous qui allons porter le parti, financer le parti par nos propres cotisations. C'est ça qui a créé cette... Et ils se sont dit, il est temps de stopper cette affaire, sinon personne ne pourra jamais leur faire face. Donc, nous refusons, comme disent les jeunes, la diversion est rejetée. Je veux que le parti, nos militants, nos militantes reviennent à l'essentiel. Massification, encore massification, toujours massification. Des centaines de milliers de cartes de membres ont été vendues. Chaque semaine, on en produit des milliers et des milliers répartis sur le territoire national et dans la diaspora. Il faut continuer ce travail. Il nous faut continuer à structurer le parti et à bâtir une machine électorale. Parce que c'est ça qui est important. PASTEF doit devenir un rouleau compresseur électoral. Et les militants l'ont bien compris. Nous continuons à les encourager, à continuer à travailler dans ce sens. Nous projetons de faire les tournées nationales et internationales. Dans les tout prochains jours, en tout cas après le mois de Ramadan, nous allons relancer la machine pour aller partout à la rencontre des Sénégalais. Nous n'avons plus à nous présenter à qui que ce soit, mais nous voulons être très proches des Sénégalais. Aller là où ils se trouvent, dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque commune, serrer des mains, parler aux Sénégalais, partager leur quotidien. Et c'est cela que nous allons, mais surtout, permettre à nos militants aussi d'être en contact de nous, de pouvoir partager des moments de discussion, d'échange par rapport à leur conception des choses. Les écouter parce que ça permet d'améliorer le management du parti. Nous travaillons à la restructuration du parti. Souvent, il y a beaucoup de frères et de sœurs du parti qui parlent de cela. Ce n'est pas une chose aisée. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a une commission qui avait été mise en place pour réécrire les textes du parti. Parce que nous nous sommes rendus compte que les textes que nous avions en 2016 ne sont plus adaptés à la dimension et l'envergure que le parti a prise. Et nous sommes en train, cette commission a pratiquement terminé son travail. Nous allons travailler à valider tout ça, à élargir surtout les structures pour accueillir toute cette masse de compétences qui se signale et qui veut travailler dans le parti. Il faut aujourd'hui qu'on ait un cadre. Tout le monde ne peut pas être responsable, ça c'est vrai. Quand vous êtes des milliers, des centaines de milliers, tout le monde ne peut pas être responsable. Mais en tout cas, permettre à des talents d'éclore, permettre à des gens de pouvoir prouver leurs compétences au parti et au peuple sénégalais. Nous sommes en train de travailler. Il fallait que les structures qui sont très exsangues actuellement, imaginez le parti, la dimension qu'il a aujourd'hui, avec un bureau politique de moins de 20 personnes. Je crois qu'on est à la limite 16. Ce n'est pas possible. Il faut un bureau beaucoup plus large qui va souffler et avec une représentation plurielle. Nous sommes en train de travailler à tout ça. Et évidemment, à côté, nous avons beaucoup d'organisations politiques. Je crois qu'ils sont au moins une douzaine qui ont accepté de discuter avec nous dans des perspectives de fusionner pour avoir quelque chose de plus grand. Chacune d'entre elles amènera ce qu'elle a pour nous permettre d'aller à quelque chose de plus grand. Nous y travaillons également. Et enfin, beaucoup de gens parlent tout souvent de congrès, etc. Je veux dire aux militants, aux militantes, que le congrès dépend d'eux. Parce que le congrès, c'est la base qui part en congrès. Ce n'est pas le sommet. Quand on aura suffisamment structuré le parti, parce que le congrès, c'est quoi?
c'est une représentation des communes, des sections communales et de l'équivalent de ces sections communales dans la diaspora, à raison de 2 représentants, 2 congressistes. Si on a 555 communes, on aura peut-être 1110 congressistes qui viendront de ces communes, plus ceux qui viendront de la diaspora. Ces gens-là vont se retrouver pour valider les textes, faire les résolutions et élire au poste qu'il faut. Donc, ce n'est pas le bureau politique qui décrète le congrès. Quand on aura suffisamment avancé sur la structuration des communes, quand on aura peut-être atteint 70% ou 75% des communes avec une structuration régulière, il sera très facile de déclencher et d'aller vers un congrès. Compte tenu maintenant qu'un congrès, ça a aussi un coût, parce que vous n'allez pas réunir autant de monde à Dakar pour 3 jours, 4 jours, il faut gérer ça, c'est une budgétisation à faire. Mais nous, au niveau national, aller au congrès demain ou après-demain, ça c'est pareil pour nous. Mais je considère qu'il faut qu'on travaille à faire un bon congrès. C'est ça le plus important. Un congrès qui permette de se coller au texte du parti, mais un congrès surtout qui va nous permettre d'en sortir grandi. Et tout dépend des militants. Je crois qu'au niveau des départements, il y a un travail qui se fait. Les gens sont en train de vendre les cartes de membres, de créer les cellules, de structurer les sections. Et nous osons espérer que très bientôt, on pourra aller vers ce congrès. Ça également, c'est l'un des éléments fondamentaux d'ailleurs qui crée la panique chez nos adversaires. On n'avait pas l'habitude de voir ça. Nous allons continuer à initier, à impulser ces programmes citoyens. J'en profite d'ailleurs pour annoncer l'acte 2 des vacances agricoles patriotiques. L'année dernière, nous avions attendu la veille de l'hivernage, pour ne pas dire même, parce que l'hivernage s'était déjà installé dans le sud du pays. Je crois que c'est le 6 juin que j'avais annoncé les vacances agricoles patriotiques, en disant même si on a 1 ou 2 périmètres expérimentaux, c'est déjà bon. C'est pourquoi on l'avait appelé année 0. Donc cette année, c'est la première année en réalité. Donc je dois dire phase 1. Dieu, par la grâce de Dieu, l'année dernière, ça nous a surpris. L'engouement, l'engagement des militants et des militantes partout sur le territoire national. Des centaines et des centaines d'hectares ont été cultivés avec un résultat extraordinaire. On va avoir dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine, le rapport d'évaluation de cette première année. Mais cette année, nous avons dit, il ne faut pas attendre la veille de l'hivernage. Donc j'en profite pour dire à tous les militants, à toutes les militantes, que dès à présent, nous lançons la première phase des vacances agricoles patriotiques qui devrait se dérouler sur tout le territoire national. J'en profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour accompagner cette activité citoyenne. Parce que ce que nous avons voulu à travers cette activité, c'est de matérialiser le don de soi pour la patrie. C'est déjà de dire, au lieu d'attendre, comme disait l'autre, de l'État, au lieu d'attendre tout de l'État, au lieu de se dire qu'est-ce que mon État ou mon pays peut faire pour moi, commençons déjà, même si on n'a pas encore les leviers du pouvoir, à nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Et si aujourd'hui on parvient à former nos militants ou nos militantes, particulièrement la jeunesse, à cet esprit, soyez sûr que demain, si on a les leviers du pouvoir, quand on les convoquera à des activités citoyennes de don de soi pour sa patrie, nous les aurons par millions. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important ce genre d'activité pour nous. Nous lançons donc à compter d'aujourd'hui cette phase 2. Le comité technique qui y travaille va dévoiler un peu la stratégie tenant compte des leçons que nous avons tirées l'année dernière. Mais nous lançons également un appel à toutes les bonnes volontés. Toute contribution est bonne, que ce soit d'ordre financier, parce que nous voulons cette année accompagner tous les projets en les aidant à accéder aux intrants, la semence, les engrais, etc. Mais tous ceux qui pourront même apporter leur contribution en termes de motorisation pour que nous puissions avoir la facilité d'aider les gens à labourer de manière moins laborieuse, moins douloureuse, parce que vous savez, prenez chez nous avec le Kadiandou, c'est très dur. Si on a aujourd'hui des tracteurs qui nous permettent de faire ce travail plus facilement et plus rapidement, tout cela, en tout cas, nous avons des milliers, voire des millions de jeunes qui n'attendent que cela pour aller travailler et produire. Et c'est ça le modèle
que nous voulons présenter au Sénégal demain. Donc ça, c'est extrêmement important. Cette année, les vacances agricoles patriotiques, c'est un volet des vacances patriotiques. Le concept, c'est les vacances patriotiques, de manière générale. À l'intérieur, il y aura vacances agricoles patriotiques, il y aura les vacances médicales patriotiques. Nous avons aujourd'hui plus de 120 médecins, sages-femmes, infirmiers. Un excellent programme a été conçu et sur tout le territoire national, nous allons dérouler. Il y aura les programmes de circoncision massive où on va réunir les jeunes garçons, les enfants de sexe mâle pour faire les circoncisions à nos frais. Il y aura des activités d'opération de cataracte. Il y aura des activités de dépistage. Tout cela sera gratuit et sera pris totalement en charge. Il y aura des activités de don de médicaments également. Le programme a été présenté, validé et je félicite tous ces médecins patriotes, tout ce personnel de santé patriote. Et nous allons démarrer également ce volet-là cette année. À côté de ça maintenant, il y a les volets citoyens au sens restreint du terme, c'est-à-dire les opérations de don de sang que nous avions initiées l'année dernière. Nous continuons à appeler les patriotes à aller massivement dans les banques de sang pour donner de leur sang, pour sauver des vies. Mais il y a également les opérations de nettoiement des lieux publics. Tout ça, c'est des activités qui vont entrer dans le cadre global de ce qu'on appelle maintenant les vacances patriotiques, où il y aura des rubriques et des segments. Mais nous appelons toutes les bonnes volontés à accompagner cela parce que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du dévouement à sa communauté, du dévouement à son pays. Et c'est cela que nous attendons des populations sénégalaises. Le quatrième volet de ces vacances patriotiques, c'est l'organisation des cours de vacances. Vous savez, l'année dernière, on l'avait organisé et les enseignants patriotes, le mouvement des enseignants patriotes du Sénégal avait initié sur les 45 départements d'offrir aux élèves, particulièrement ceux-là des milieux les plus défavorisés, la possibilité de faire des cours de rattrapage, ce qui est communément appelé des cours de vacances, pour leur permettre de rehausser leur niveau, qui en langue ou en mathématiques ou en SPT ou dans toutes les autres disciplines. Et nous comptons réitérer cela cette année avec le même mouvement des enseignants patriotes et le mouvement des cadres du parti également, parce qu'il est même possible que ça se fasse au niveau de l'enseignement supérieur. Nous comptons en tout cas réitérer cela, ce qui constituerait le quatrième volet. Et nous disons aux autorités administratives, aux autorités étatiques, de savoir garder leur calme, parce qu'à chaque fois que PASTEF a fait preuve d'innovation, toutes les initiatives que nous prenons, c'est des innovations sur la scène politique. Nous n'avions pas l'habitude de voir des acteurs politiques, des formations politiques procéder de la sorte. Et à chaque fois que nous prenons ce genre d'initiative, ça a tendance à attirer l'ire et la colère noire du gouvernement, totalement dépassé par ces initiatives, comprenant l'impact également sociopolitique de ces initiatives. Et à chaque fois, c'est des menaces qui sont adressées à notre formation politique. Ce fut le cas lorsque nous avons lancé la campagne de levée de fonds. Ce fut le cas également l'année dernière avec ces cours de vacances qui étaient organisés. Le ministère de l'Éducation nationale avait sorti un communiqué. Ça a été le cas même lorsque la section communale des HLM avait pris l'initiative d'offrir des formations à des jeunes et de mettre en place un système de financement pour permettre à ces jeunes-là d'accéder à des outils de travail, notamment des mototricycles. Et on avait eu un communiqué du ministère des Finances considérant que nous étions de pratiquer illégalement des activités financières, ce qui n'était pas le cas. Il faut que l'État sache raison garder. Nous faisons de la politique, certes, nous faisons de la politique citoyenne, nous faisons de la politique de proximité pour être proche des populations, mais nous faisons surtout de la politique pour préparer les citoyens et les citoyennes, et particulièrement la jeunesse de ce pays, à de grandes actions patriotiques, des actions patriotiques d'envergure. Si demain nous accédions au pouvoir,
c'est de pouvoir compter sur des patriotes qui, avant de se demander qu'est-ce qu'on peut attendre de notre État, vont se dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Et c'est en cela que nous initions ces actions avec des moyens très maigres, mais par la grâce de Dieu, des résultats extrêmement importants. Pour le financement, c'est également toujours dans cette rubrique-là. Vous savez, quand on a lancé le Nemmeeku Tour, ça a créé une panique telle dans ce pays-là que je crois que le monsieur ne dormait plus entre Mermoz et le palais. Et vous avez entendu les déclarations de ce prématuré politique à qui on a fait endosser un costume trop grand pour lui, le ministère de l'Intérieur, nous menaçant de dissolution. Vous voyez ce petit-là dire qu'il va dissoudre Pastef. Parce que nous avons appelé les Sénégalais à contribuer. C'est inimaginable. Et donc, nous allons continuer la phase 2 également du Nemmeeku Tour. Et je tiens à dire à Macky Sall et à son ministre de l'Intérieur qu'ils perdent leur temps. Que personne ne pourra nous empêcher de mobiliser les sous. Cotisés au centime près par des Sénégalais. Qu'ils vivent au Sénégal ou à l'étranger. C'est des Sénégalais qui ont les mêmes droits. Tous les Sénégalais ont les mêmes droits. Et nous le ferons publiquement. Publiquement. Tout Sénégalais qui voudra contribuer dans ce que nous sommes en train de faire sera le bienvenu. Et ça, ce n'est pas des tentatives d'intimidation qui pourront arrêter ça. Nous lancerons bientôt la phase 2 du Nemmeeku Tour. Comment pouvez-vous comprendre dans un pays que ces gens-là brassent des milliards? Regardez tous les meetings qu'ils sont en train d'organiser. J'ai entendu une déclaration où l'un d'entre eux disait qu'ils ont fait 82 millions pour le meeting de Matam. D'où provient cet argent? C'est ça que j'appelle l'injustice. Et dans une de mes déclarations, j'avais dit à Macky Sall, le sentiment d'injustice est pire même que la sensation de faim et de froid. Eux, ils peuvent se permettre tout. Ils brassent des milliards qu'ils bazardent partout dans le pays, à part ce qu'ils prennent pour s'acheter les immeubles et amener leurs enfants à l'extérieur ou je ne sais, mettre dans des comptes offshore. Ils sont là à distribuer de l'argent à gauche, à droite. Parce que c'est fait un fundraising, des Sénégalais contribuent, on est à 180 millions et c'est la panique générale. Cette fois-ci, nous voulons avoir 1 milliard. Et nous allons faire le fundraising. Nous allons encore le faire et nous allons toujours le faire parce que nous ne touchons pas de l'argent occulte. Il n'y a aucun lobby derrière nous. Personne ne nous finance. Nous ne volons pas de l'argent public comme eux, ils le font. Donc, ils ne pourront pas nous empêcher de continuer à lever des fonds et bientôt, nous allons lancer la phase 2. Je veux dire simplement par là à Macky Sall et à son entourage que s'ils savaient à qui ils ont affaire, s'ils savaient ce qu'est Pastef, quand je dis à qui, je ne parle pas de moi, je parle du militant de Pastef. Je parle de l'organisation. S'ils savaient à qui ils ont affaire, ils arrêteraient leur gesticulation inutile en pensant pouvoir nous intimider. À chaque fois qu'ils se livrent à ces enfantillages, ça ne fait que renforcer la détermination des patriotes. Nous avons atteint un niveau où effectivement la sécurité devient une préoccupation essentielle, centrale. Nous recevons des alertes tous les jours que Dieu fait sur cette question sécuritaire. Des alertes. Quand je dis des alertes, ce n'est pas un sadique ou quelqu'un de lambda qui vient nous dire non. Des alertes venant de personnes habilitées sur, en tout cas, des menaces qui existeraient. La dernière en date, on m'aurait dit que les gens préparent un coup pour attenter physiquement à nous, mais quand on sera en Casamance, après ils pourront dire, de toute façon c'est chez lui, c'est eux dans eux, etc. Parce que partout ailleurs où ça se fera au Sénégal, je crois que le pays, en tout cas, et je ne pense pas qu'ils auront le temps de s'en réjouir. C'est des choses que nous prenons telles quelles. La sécurité absolue ne relève que de Dieu, comme j'ai tendance à dire. Mais en tant qu'être humain, Dieu nous dit, prenez d'abord vos dispositions. La sécurité a un coût, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous avons renforcé. À hauteur de nos moyens, nous avons renforcé la sécurité. Nous savons que ceux qui ne veulent pas que notre projet aboutisse ne sont pas simplement le régime de Macky Sall. Les forces occultes dont ils parlent existent bien, mais sont de leur côté. C'est des puissances multinationales ou des puissances d'État qui considèrent que notre discours est une menace contre elles. Mais ce que je veux dire aux gens, souvent les gens, pas plus tard qu'hier, des autorités même me saisissent pour me dire « Oui, tel pays
fais attention, dans ce pays-là, si vous voulez aller loin, il faut ménager tel pays, ses intérêts, etc. Nous, on n'a rien contre personne. Mais cette tyrannie c'est fini. Ceux qui ne l'ont pas compris n'ont pas un avenir en Afrique. La jeunesse d'Afrique aujourd'hui, la nouvelle génération, aspire au même progrès, au même développement, au même bonheur que leur peuple. Nous ne pouvons plus accepter que nos pays soient pillés pour alimenter d'autres économies. Si c'est ça, être contre quelqu'un, je suis contre. Si c'est dire que le franc CFA est une mauvaise monnaie pour nous, si c'est être contre quelqu'un, je suis contre. Si dire que les contrats sur nos ressources naturelles sont léonins et que nous allons les renégocier, si c'est ça être contre quelqu'un, je suis contre quelqu'un et je l'assume. Personne ne pourra nous terroriser. Nous l'assumons. Mais si les gens pensent qu'aujourd'hui, en écartant Sonko, le problème est réglé, ils n'ont rien compris. Vous voyez ce qui s'est passé récemment. Vous croyez que c'est Sonko. C'est une jeunesse qui, désormais, est conscientisée. Et cette jeunesse dit que cette page doit être tournée. Elle va être tournée. Et ce serait même une grossière erreur de penser qu'en liquidant X ou Y, ça va. Le jour où vous liquiderez un seul, c'est ce jour-là qu'on anticipera sur la fin des relations avec vous. Donc, nous considérons qu'il faut que les gens nous respectent enfin. Comme je le dis, nous travaillerons avec tout le monde. Nous sommes dans un monde ouvert. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'y a pas de raison que nous acceptions de travailler avec tel pays et non pas avec tel autre pays. Nous travaillerons avec tout le monde, mais dans le sens de relations équilibrées et gagnant-gagnant. Nous ne serons plus les perdants de ces relations. Nous ne pouvons pas accepter que tous nos marchés publics soient donnés à des étrangers, à des pays étrangers ou à des entrepreneurs étrangers, dans des conditions léonines où le Sénégal, tous les marchés sont surfacturés d'abord. Ensuite, c'est ces pays qui nous prêtent, qui nous imposent leurs entreprises. Nous allons rembourser, nos petits-fils vont rembourser avec les intérêts. Et enfin, avec des clauses d'exonération fiscale où ces entreprises ne payent même pas un franc d'impôt au Sénégal. Donc, pour tous nos compatriotes, et même des étrangers qui nous appellent pour nous dire que sur cet aspect-là, il faut éviter d'aborder les questions dans tel ou tel sens ou sous cette telle ou telle forme, nous leur disons que cela c'est fini en Afrique. Je ne veux pas être sénégalais, aspirer diriger ce pays, être investi d'un mandat de député et avoir des sens interdits sur les questions qui relèvent de nos politiques publiques. Je n'ai pas à craindre qui que ce soit. Nous ne sommes contre personne, mais nous dirons toujours ce qui est bon pour le Sénégal et ce qui est bon pour l'Afrique. Et ça, nous l'assumerons indépendamment de tout. Et nous considérons que le contexte a changé. Nous sommes avec une nouvelle génération qui ne demandait qu'à être conscientisée et qui l'est aujourd'hui de plus en plus. Il nous faut prendre notre destin en main. Tous les pays assument souverainement leurs exigences en termes d'intérêt national. Je ne vois pas pourquoi l'Afrique serait le seul continent où aucun Africain n'a le droit de dire « ça, c'est pas bon pour mon pays ». Ça, c'est fini et nous l'assumons. Sur les échéances électorales, PASTEF y a une position tranchée. Quelle en est la quintessence? Ce qui est paradoxal dans ce pays, c'est que nous avons en face de nous un monsieur qui nous dit qu'il est majoritaire dans ce pays et qui a peur d'aller à des élections. Et qui est dans des stratagèmes pour renvoyer ces élections le plus loin possible, pour ne pas dire qu'il n'y ait pas d'élection d'ici 2024. Nous considérons que cela n'est pas admissible. Et ça interpelle chacun et chacune des Sénégalais. Nous avons un calendrier républicain qu'il faut respecter. Qu'on dise nous qu'il faut impérativement que les élections locales se tiennent en 2021, j'ai entendu certains, parce que quand ils font quelque chose, ils libèrent leurs fantassins pour qu'ils aillent sur les plateaux et raconter des salades aux Sénégalais. Leurs fantassins, ce n'est pas seulement des acteurs politiques, c'est quelquefois des soi-disant analystes ou experts, c'est quelquefois des journalistes, c'est quelquefois ainsi de suite. J'ai entendu des gens dire, oui, mais entre décembre et janvier ou février, c'est qu'un seul mois ou deux. Le problème, on ne compute pas par mois, on compute par année. Parce que dans le budget, en tant que député, quand nous votions le budget 2021, on a inscrit des crédits pour la tenue des élections locales. Si on accepte un report, ils vont reporter ces crédits pour 2022, mais ils n'inscriront pas de crédit pour les élections législatives.
Et l'argument qui vont sortir, c'est qu'avec toutes les difficultés du pays, on ne peut pas organiser 2 élections dans la même année. Une en février et une autre en juillet. Ce que le Sénégal lambda va accepter en disant il y a tellement de difficultés dans le pays, on ne peut pas mettre l'argent pour des élections. Et c'est pourquoi nous disons qu'il n'est absolument pas question qu'on sorte de 2021. Il faut tenir les élections locales en 2021, les législatives en 2022, parce que le mandat des députés se termine en juillet 2022. Je ne sais pas quel député, mais moi, le jour où le mandat s'achève, ce jour-là, je ne suis plus député. Et personne dans notre liste de 2017 ne va suppléer. Parce qu'il faut qu'on apprenne à respecter le mandat des Sénégalais. On vous dit, on vous donne un mandat pour 5 ans. Quand les 5 ans arrivent à terme, vous n'avez plus le droit de continuer. Quand on donne à un maire un mandat de 5 ans et qui fait 7 ans maintenant, c'est anachronique, ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi nous disons que ça doit être un enjeu pour tous les Sénégalais. Il faut qu'on leur donne le choix de renouveler leur maire. Dans beaucoup de zones, les gens ne veulent même plus voir leur maire en photo, avec le bradage foncier, etc. et tout ce qui se passe. On leur dit, vous allez attendre, parce qu'un seul Sénégalais, fût-il président de la République, un seul Sénégalais dit qu'il n'y aura pas d'élection, que vous, les populations, vous n'avez pas le droit de choisir tant que moi, je ne l'aurai pas décidé. Ça, il faut que ça finisse également. Donc, élection locale en décembre, élection législative en 2022 et élection présidentielle, évidemment, en 2024. C'est ça le calendrier. Et je ne vois pas de raison pour qu'on ne respecte pas ce calendrier. Je lance un appel aux jeunes, un vibrant appel à cette jeunesse sénégalaise. Vous avez compris notre message. Plus que par le passé, vous en avez saisi la quintessence. Vous avez vu votre avenir dans ce que nous sommes en train de faire. Mais cela ne suffit pas. Vous avez été prêts à risquer votre vie pour sauver ce projet, pour protéger ce projet. Personne n'a jamais vu un engagement pareil. Vous vous êtes sortis vous battre parce que vous sentiez que c'est le projet qui était visé. C'est extraordinaire. Nous vous félicitons et nous vous remercions. Mais sachez que ce n'est toujours pas suffisant. Et comme dit le proverbe, qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut aller risquer sa vie pour sauver un projet doit pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales. Il est unanimement admis que c'est les jeunes d'habitude qui ne s'empressent pas pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Ou quand ils s'inscrivent, ils ne sont pas prêts à faire le pied de grue, à se battre pour qu'on leur donne leur carte électorale. Tous les combats que nous avons menés ensemble jusqu'à présent, si vous ne vous inscrivez pas massivement sur les listes électorales, que nous tous ensemble nous fassions pression, parce qu'il n'est plus question dans ce pays que Macky Sall décide de qui va disposer d'une carte d'électeur ou pas. Ça, c'est un droit constitutionnel. Donc, que vous battiez pour qu'on délivre toutes les cartes d'électeurs et que massivement vous vous rendiez dans les bureaux de vote pour aller voter pour votre projet, alors tous les sacrifices qu'on aura consentis n'auront servi à rien. Les 13 personnes qui sont mortes, ça n'aura servi à rien. Les dizaines de personnes qui ont été blessées, ça n'aura servi à rien. Donc, je vous en supplie, jeunesse de mon pays, bientôt seront lancées les inscriptions sur les listes électorales. Je veux que tout jeune qui a 18 ans et qui n'était pas sur le fichier, tout jeune qui a 18 ans, qu'il aille s'inscrire. Nous avons mis en place un dispositif pour accompagner les jeunes qui le voudront, pour les identifier, les aider à avoir les documents qu'il faut, les accompagner vers les lieux d'inscription. N'allez pas vous inscrire dans les commissariats si les règles ne sont pas changées. Parce que tous ceux qui avaient une carte d'identité, mais on a dit ne peut pas voter, c'est parce qu'ils étaient allés dans les commissariats. Les commissariats peuvent délivrer une carte d'identité. Même maintenant, si vous avez besoin d'une carte d'identité, vous allez dans un commissariat, on vous donne. Mais les commissariats ne peuvent pas délivrer de carte d'électeur. C'est au niveau des préfectures, en tout cas des lieux où c'était prépositionné, que vous pouvez l'avoir. Cette fois-ci, nous ne vous laisserons pas seuls. Sur tout le territoire national, nous mettrons en place des bureaux d'orientation vers les inscriptions sur les listes électorales. Allez vous inscrire, récupérez massivement vos cartes d'électeurs. Vous faites 65% de la population. À vous seul, vous pouvez trancher la question. Au premier tour même. Donc, allez récupérer. Et ne vous dites pas, on attend jusqu'en 2024. Parce que ce qu'on va faire en 2024 démarre déjà en 2021 avec les élections locales. En 2022 avec
la prise de l'Assemblée nationale et en 2024 pour parachever le projet. Donc nous vous en supplions. Nous savons que vous croyez au projet. Vous croyez en nous. Vous avez été en mesure de faire le plus dur, c'est-à-dire de risquer votre vie, de risquer votre intégrité physique. Nous vous en supplions, sortez massivement pour aller vous inscrire sur les listes électorales. Allez récupérer vos cartes d'électeurs. Si Macky Sall et son gouvernement continuent à faire des blocages, il n'y aura pas d'élection dans ce pays tant qu'il y aura un jeune qui s'est régulièrement inscrit à qui on refuse de délivrer une carte d'identité. Et ensuite, allez massivement, dès 6h du matin, 7h du matin, les jours d'élection, allez massivement dans les bureaux de vote et votez. Et ensuite, restez sécuriser le vote jusqu'au soir, jusqu'à la signature des PV. En ce moment, vous aurez fait votre part de devoir. Le reste, laissez-nous le faire. La confiance que vous avez placée en nous, je vous le dis tout le temps. S'il plaît à Dieu, vous n'aurez jamais à dire qu'on a été déçu de placer notre confiance en Pastef. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur les listes électorales et sur le fichier, sur la tenue des élections. Ensuite, il y a des combats qu'il faut mener parce que vous savez très bien que ce qui s'est passé en 2019, ce n'était pas une élection. Pour régler ces questions-là, il faut tous ensemble que nous nous battions pour avoir une autorité indépendante qui organise les élections. Ou alors un ministre indépendant. Un ministre de l'APR ne peut pas être juge et parti, ce n'est pas possible. Qu'on ait un ministre indépendant, il y a des hommes intègres, de valeur, d'anciens généraux, d'anciens professeurs d'université, etc., qui n'ont aucune coloration politique, qui peuvent valablement organiser des élections en étant ministre de l'Intérieur. À défaut, il nous faut une autorité indépendante qui organisera des élections transparentes. Si on gagne ces paris, je peux vous dire que Macky Sall et l'APR ne peuvent pas avoir 10% de voix au Sénégal. Nous restons tout à fait ouverts, nous, à rassembler les forces vives, politiques, citoyennes, société civile même, autour d'un projet. Pas seulement se rassembler parce qu'il faut en finir avec le pouvoir, ça a produit les effets qu'on a connus. Pas seulement se rassembler en perspective de partage du gâteau, comme eux ils le disaient, mais se rassembler autour d'un projet. Nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec toutes les forces qui le voudraient. Je me permets de faire une précision. Souvent, quand on dit Sonko a rencontré tel ou Sonko dit avec tel, les gens disent oui, c'est lui qui avait dit le système. Ça, les gens, il faut qu'ils arrêtent de perdre leur temps. Ils ne peuvent pas mettre un frein à notre action politique et à notre stratégie d'alliance ou d'ouverture. Ce n'est pas parce qu'ils disent oui, il avait dit le système qu'on va s'arrêter. Non. Le système, c'est des règles, ce n'est pas des hommes. C'est les règles de fonctionnement actuelles, avec tout ce qu'il y a de mauvais. Quelqu'un qui a pu travailler dans ce système, qui sort, qui se répand, qui dit que je considère que c'était une erreur. Peut-être qu'au moment où il s'engageait même, il était de bonne foi, mais qui s'est rendu compte que ce qu'il pensait ou ce qu'il entrevoyait n'est pas conforme à la réalité et qui se retrouve dans notre projet, il est le bienvenu. Qui se retrouve dans notre projet et qui dit que c'est ça qui me semble beaucoup plus cohérent, il est le bienvenu. Il n'y a pas de problème. Même en religion, des gens ont combattu des religions, se sont convertis après pour devenir même des khalifs dans ces religions-là. C'est le même homme qui était dans un autre système, qui s'est rendu compte que ce n'est pas un bon système, qui s'est converti, qui s'est répandu et qui est venu dans un autre système. Il vient avec ce qu'il a de qualité pour renforcer ce système-là. Donc ça, c'est des arguments politiciens. Je veux dire aux militants de PASTEF qu'il faut qu'ils se décomplexent. Nous n'avons aucun complexe. Nous nous sommes battus pour nous imposer. Nous n'avons pas eu de passe-droit. Nous n'avons pas été portés par quelque chose de déjà abouti, un parti, un parent ou qui que ce soit. On s'est battu sans argent ni rien, par les idées. Tout Sénégalais qui se retrouverait dans notre projet serait le bienvenu et on verra ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour le Sénégal. Honorable député Ousmane Sonko, vous êtes un représentant du peuple. Député à l'Assemblée nationale, une institution fortement décriée. En dépit de ce malheureux constat, vous avez tenu néanmoins à garder votre appétit de la contradiction des idées sur la base des faits, têtus du reste. N'y aurait-il pas de dossier scandale? D'abord, je tiens à préciser ma posture à l'Assemblée nationale. Je l'ai une fois expliqué
Peut-être que beaucoup de nos compatriotes n'avaient pas suivi. Je suis certes un député. Malheureusement, on était allé à l'élection législative de 2017 dans les conditions que vous connaissez. On venait juste de naître. Et nous avons pu nous classer 6e sur presque plus d'une trentaine de listes, avec 37 000 voix. Et nous avons eu droit à un député, au plus fort reste, comme ils disent eux. Je crois que le plus fort reste est devenu le reste le plus fort, par la grâce de Dieu. Je suis un singleton, un seul député à l'Assemblée. En face de moi, j'avais 125 députés de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar, mais avec les transhumances, je crois qu'ils doivent être aujourd'hui à pas moins de peut-être 140 députés ou quelque chose comme ça. Avec un environnement d'une hostilité que les Sénégalais ne peuvent pas comprendre. Nous avons en face, moi j'ai en face de moi, un groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui nourrit à mon égard une haine viscérale. Non pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais parce qu'en étant un seul député, je les ai toujours battus dans l'argumentaire à l'Assemblée nationale. Les Sénégalais ont suivi nos 3 premières années de présence à l'Assemblée nationale. Vous pouvez aller sur YouTube, vous verrez tout ce qu'on a pu faire, au point d'apparaître comme l'un des rares députés de l'Assemblée nationale. Et c'est une haine. Vous ne pouvez pas... Le mot est trop faible même pour décrire ce que ces gens-là éprouvent à mon endroit. Et c'est pourquoi, vous voyez ce qui s'est passé avec le dossier de la levée de l'immunité parlementaire. C'était ridicule, mais ça a traduit une haine. Par ailleurs, je considère que nous sommes 165 députés, certes, et je respecte tous les députés, particulièrement ceux de l'opposition. Mais j'ai quand même aujourd'hui un statut assez particulier au sein de ces 165 députés, qui appelle un comportement également qui doit être particulier. C'est pourquoi j'avais dit dernièrement que je n'ai plus rien à prouver à aller à la tribune de l'Assemblée nationale pour prendre 3 minutes, parler avec des députés qui insultent, qui invectivent, qui crient, etc. Alors que, je le dis humblement, vraiment, qu'on ne pense pas que c'est de la suffisance. Je le dis humblement, mais nous ne boxons pas dans la même catégorie. À partir de ce moment, j'ai dit je vais continuer à honorer mon mandat de député à ma façon. Dernièrement, j'ai envoyé une série de questions écrites au gouvernement. Et ces questions écrites, je vais faire, d'ici peut-être la fin du mois de Ramadan, une conférence de presse pour restituer aux Sénégalais ce qu'il en est. Et si vous vous souvenez bien, c'était sur la cession des immeubles bâtis au centre-ville, c'était sur l'affaire de Terme Sud, c'était sur les phosphates de Matam, c'était sur la brèche de Saint-Louis. Vous avez entendu ce qui s'est passé, l'entreprise chinoise vient de quitter. C'était également sur les comptes scandaleux qu'ils ont mis, qu'ils ont ouverts au niveau de, comment ça s'appelle encore, au niveau de certaines banques, et qui leur permettent de faire tout ce qu'ils ont fait, notamment le dossier des 94 milliards, où des milliards ont été détournés avec l'aval du ministère des Finances. Et ces comptes continuent à être alimentés. Le ministre le plus dangereux du Sénégal aujourd'hui s'appelle Abdoulaye Daouda Diallo, et j'y reviendrai, parce que nous savons tout ce qui se fait, aussi bien sur le plan foncier que sur le plan budgétaire. C'est un scandale continu, sans fin. C'est ça mon rôle de député aujourd'hui, et je m'en limiterai à ça. Je vous donne un exemple très simple sur le dossier des 94 milliards, pour vous dire qu'on n'a pas de justice. Et je me suis permis de le dire à Feu Samba Sall, une fois de plus, que Dieu ait pitié de son âme. La dernière fois qu'on s'est vu le lundi, les yeux dans les yeux, je lui ai dit, je ne peux pas vous reconnaître comme mon juge, parce que vous n'avez pas l'indépendance minimum requise pour un juge. C'est pourquoi je vous récuse. Je lui ai donné comme exemple le dossier des 94 milliards, où j'ai déposé une plainte avec caution de partie civile, vous l'avez classé sans suite. Au même moment, l'OFNAC que j'avais saisi a sorti un rapport. Lequel rapport est sur la table de Serigne Bassirou Gueye qui met son coude là-dessus. C'est scandaleux. Et ces gens-là veulent dire qu'ils vont emprisonner Ousmane Sonko sur des, excusez-moi du terme, des conneries comme ça. Le même rapport est sur la table de Serigne Bassirou Gueye. Qu'est-ce que le rapport dit? Avant de faire ça, j'ai écrit à l'OFNAC pour leur dire qu'est-ce qui a été fait du dossier.
La présidente de l'OFNAC m'a répondu pour dire que nous avons finalisé notre enquête et nous avons déposé le rapport auprès du procureur de la République. J'ai ce rapport-là, moi, personnellement. Et je le dis publiquement, qu'ils me disent recel de documents. Quand je dépose une plainte, j'ai le droit d'avoir en retour un rapport. Le rapport a dit le sieur Ousmane Sonko a raison sur toute la ligne. Et en conséquence, nous exigeons, nous recommandons l'ouverture de procédures judiciaires contre les sieurs Mamoud Diallo, Tahirou Sarr, l'ancien gouverneur de Dakar et même la notaire qui a fait les actes. Demandez à Seigne Bassirou Gueye où se trouve ce rapport. Vous croyez que ces 94 milliards-là n'auraient pas pu créer des emplois au Sénégal? C'est quelques personnes qui se sont partagées cet argent-là. Vous croyez que ça c'est normal? Et on nous dit qu'on a une justice. Et le juge a classé sans suite un dossier comme ça. Mieux encore, le rapport de l'OFNAC a sorti 26 autres dossiers de cette nature. Ils ne sont pas limités à ce dossier des 94 milliards. Ils ont sorti 26 autres dossiers avec la même équipe d'escrocs. Je le dis tout le temps, c'est des escrocs. Et on nous parle de justice après. On classe sans suite. Comme on a classé sans suite la plainte contre Aliou Sall et Timis. Comme on a classé sans suite d'autres dossiers. Et après, on veut persécuter des opposants. Aujourd'hui, mon rôle de député, c'est cela. Et je reviendrai sur ces problématiques. Je ferai des conférences de presse dossier par dossier. Quand j'ai interrogé les trucs, le ministre des Finances a envoyé une réponse d'une page. J'ai eu honte de lire cette réponse-là. Sur ce compte qu'ils alimentent dans des banques pour financer l'escroquerie à grande échelle, à coût de centaines de milliards, contre le peuple sénégalais. Sur la cession des immeubles, je crois que ça a valu peut-être même son poste à un certain ministre qui se prenait pour un grand homme d'État. Ils ont cédé ces immeubles sans respecter la procédure. Et c'est des affaires de copains-coquins. C'est ça mon rôle de député désormais. Je n'ai pas de temps à les perdre avec des gens qui n'ont aucun niveau, qui insultent dans les couloirs, dans les salles d'audience, de plénière, etc. Donc ça, parce que le profil qui m'intéresse le plus, c'est le profil de présidentiable. Il faut qu'on continue à travailler. Je ne peux pas aller à l'Assemblée nationale me donner un spectacle avec des gens qui n'ont aucune ambition d'être président de la République. Ils n'ont même pas l'ambition de redevenir député. Vous croyez que je perdrai mon temps à aller m'insulter avec ces gens-là? Même mes militants ne me le pardonneraient pas. Les Sénégalais ne me le pardonneraient pas. Mais je remplirai mon mandat de député là où c'est le plus important, c'est-à-dire le contrôle de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, votre discours dépasse nos frontières. Les activistes africains vous suivent et en ont fait le leur. Vous disiez être un Africain du Sénégal. Quelle est votre vision du panafricanisme et votre perception des relations interafricaines? Moi, je suis un panafricain. Je ne crois pas à nos États frêles, découpés comme ils l'ont été par la puissance coloniale, pour que nous demeurions faibles. Je n'y crois pas. Ça dépend de ce qu'on veut. Si c'est le développement seulement qu'on veut, chaque État, s'il est bien géré, bien gouverné, ce qui n'est pas le cas, peut se développer. La Suède, la Suisse, etc., c'est de petits pays, en termes de population et même de territoire, mais la Norvège, le Danemark, Hollande, c'est les pays qui ont l'indice de développement humain le plus élevé du monde. On y vit mieux qu'aux États-Unis. Mais ce n'est pas des puissances. Ils ne siègent pas au Conseil de sécurité. Ils ne peuvent pas intervenir militairement quelque part, etc. Ce n'est pas des puissances. Donc si c'est le développement qu'on veut, on peut l'avoir. Même ici au Sénégal, en gérant très bien notre pays, nos ressources naturelles, nos ressources budgétaires et financières, en respectant le minimum de règles démocratiques, de transparence également dans la gestion, en ayant une vision et un programme solide, on peut se développer rapidement. Mais on ne sera pas une puissance. Mais moi, je veux qu'on ait des puissances africaines, en attendant d'aller vers une confédération africaine. Mais pour le faire, il faut quoi? Si vous voyez sur ma photo de profil, au niveau de WhatsApp, vous voyez les 6 zones qu'on a découpées. Nord, Ouest, Est, Sud et Centre. Plus maintenant quelque chose qui peut représenter la diaspora. Il nous faut cela. Si vous avez la zone CEDEAO, c'est 6 700 000 km². La Chine fait 9 millions de km². Les États-Unis font un peu plus de 8 millions de km². Parce que pour être une puissance, il faut avoir un territoire. La Russie est le plus grand avec plus de 11 millions de km². Pour être une puissance, il faut d'abord avoir un territoire.
Ce n'est pas avec 196 km² qu'on va être une puissance. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un territoire. Il faut avoir une démographie. Une démographie, donc une population importante, pour pouvoir avoir un marché intérieur avant d'aller à la conquête du monde. Si vous prenez la zone CEDEAO, c'est 6 millions et quelques de kilomètres carrés. C'est presque 400 millions d'habitants, avec le Nigeria qui dépasse 200 millions, ainsi de suite. Donc c'est un marché, c'est un territoire, et c'est des ressources naturelles à n'en plus finir. Vous réglez la problématique de la gouvernance, vous avez une puissance en gestation. Mais aucun de nos pays pris isolément ne peut l'être. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, mais sur un territoire de plus de 300 000 km², à peu près la même chose que la France. Si l'Union européenne a compris que, face aux géants américains, chinois, russes, etc., qu'ils étaient condamnés à se rapprocher pour se retrouver ensemble 10 millions de km² avec des pays développés, malgré tout, ils sont en perte de puissance en termes de force de frappe économique et militaire dans le monde, technologique même. Tout ce que je dis là, c'est le livre que je suis en train d'écrire, que j'avais promis aux Sénégalais, qui a été interrompu plusieurs fois par tout ce qui s'est passé, mais qui sera bientôt présenté, s'il plaît à Dieu, aux Sénégalais. Moi, je crois à cela, et c'est pourquoi je suis un panafricain. Jusqu'à l'os. Je suis un panafricain et j'y crois. Ça ne veut pas dire que je suis un utopiste, je sais qu'il y a des difficultés. Il y a des obstacles. Nous les avons identifiés, j'en parle également dans le livre. Et je dis, si on veut régler cette question, il faut qu'on aille le plus loin possible. Prenons le cas du Sénégal. Quand on interroge le Sénégal, on se dit, est-ce que notre histoire a commencé avec Lat Dior, Cheikh Ahmadou Bamba, Aladji Malick, Mamadou Lamine Dramé, Maba Diakhou, Aline Sitoé, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant? L'histoire, on peut la commencer depuis l'Antiquité. On peut laisser la préhistoire, la proto-histoire, et ainsi de suite. On commence depuis l'Antiquité. C'était quoi le Sénégal antique? C'était quoi le Sénégal médiéval? C'était quoi le Moyen-Âge? On était quoi? Jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'époque contemporaine. Mais si on veut retracer une histoire, on ne peut pas la retracer en prenant nos pays individuellement, parce qu'ils n'ont pas d'histoire très ancienne. C'est le colon qui nous a imposé ces territoires. Si vous voulez aller jusqu'à l'Antiquité, vous êtes obligé de remonter à l'Égypte antique, et donc aux excellents travaux de Cheikh Anta Diop. Et on nous a fait croire que Cheikh Anta Diop racontait des histoires. Pourquoi moi je croirais ce qu'un historien américain ou allemand ou français dit, et je ne croirais pas à ce que Cheikh Anta Diop dit, que l'Égypte antique était noire. Ce qui est tout à fait vrai, parce que l'Égypte nubienne a précédé la haute vallée égyptienne. Ça, l'histoire l'a démontré. Des études même américaines l'ont démontré. Donc il nous faut accepter d'aller le plus loin possible. Vous prenez un enfant chinois qui a 8 ans, il va vous dire, nous les Chinois, on va conquérir le monde. Parce que nous avons 5000 ans d'histoire. Quand nous faisions la muraille de Chine, les Européens étaient dans l'obscurité. Quand nous faisons la route de la soie, les Européens étaient largués. Ils étaient obligés de venir pour avoir certains produits chez nous. Donc on lui a appris dès sa naissance qu'il a une histoire ancienne. Mais nous, si vous voulez vous renvoyer à quoi? Mais si vous allez jusqu'en Égypte, on a 8000 ans d'histoire. C'est l'Égypte qui a modernisé le monde, qui a introduit la science, qui a introduit la technologie, qui a introduit l'architecture, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette Égypte-là, je suis désolé, elle n'était pas arabe. Les Arabes sont venus avec la conquête de l'islam, c'est-à-dire après Jésus-Christ. L'Antiquité s'est arrêtée avant Jésus-Christ. Il nous faut aujourd'hui aller le plus loin. Ensuite, venir au Moyen-Âge. C'était quoi le Moyen-Âge? Nos grands empires du Ghana, du Mali, du Songhai, du Monomotopa, de l'Éthiopie, etc. C'est extraordinaire. Et on n'était pas très loin de ce que les autres faisaient. Donc aujourd'hui, il nous faut recoller à notre histoire. Et cette histoire transcende nos frontières. Rien qu'au Moyen-Âge, l'Empire du Mali s'est allé jusqu'à une grande partie du Sénégal. Nous avons été dans l'Empire du Mali. Le Djolof, le Waalo, etc., sont venus après. Mais c'était de petits empires en termes de taille par rapport à l'Empire du Mali ou l'Empire du Ghana. C'est un volet culturel extrêmement important qu'il nous faut revisiter pour restaurer notre dignité et de dire, contrairement à ce qu'on nous a dit, nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas le néant.
nous avons su exister, nous avons dominé le monde pendant longtemps. Les Grecs venaient apprendre la science en Égypte. Et c'est l'Égypte qui a transmis à la Grèce, de la Grèce à Rome, et ainsi de suite. Donc nous ne sommes pas ce qu'on veut nous présenter. Et c'est tous ces éléments-là qui font que moi, je me considère comme un Africain du Sénégal. Je dis, quand vous prenez un Américain, il vous dit je suis un Américain du Texas, ou je suis un Américain de la Californie, je suis un Américain de New York. Moi, je rêve d'une situation où je dirais, je suis un Ouest africain. Si on parvient à faire de la CEDEAO une fédération, je suis un Ouest africain du Sénégal, un autre sera un Ouest africain de la Côte d'Ivoire. C'est ça le rêve. Et je crois fondamentalement à ça. Et sur le plan politique également, nous travaillons activement depuis 2 ans pratiquement pour la mise en place d'une interafricaine politique. Parce qu'aujourd'hui, toutes les internationales politiques, il n'y en a aucune qui soit africaine. On s'affilie à l'international socialiste, à l'international libéral, etc., etc. Mais je considère que nous avons des défis qui sont africains, strictement africains. Et il faut une organisation politique plurielle, transafricaine, avec des gens qui ont les mêmes idées, les mêmes idéologies et la même vision des choses dans chaque pays africain, que ces gens-là puissent se retrouver autour de quelque chose. On avait lancé cette interafricaine à Niamey il y a quasiment 2 ans, après 1 an et demi. Nous continuons à y travailler on commence à avoir beaucoup d'adhésions des pays anglophones, par exemple, des pays lusophones, le Nigeria, la Guinée-Bissau, ainsi de suite. Les pays francophones, pratiquement, on en a dans beaucoup de pays, pratiquement tous. Et nous allons continuer à travailler avec beaucoup de leaders jusqu'en Afrique du Sud pour réunir les Africains qui ont cette même préoccupation, cette même vision, adossée sur la souveraineté africaine, la libération de nos peuples. Nous allons continuer à y travailler pour, en tout cas, mettre très rapidement en place cette interafricaine, peut-être même dans des délais plus courts que nous le pensions, parce que nous considérons que ce n'est pas des questions qui se règlent isolément dans tel ou tel pays. Évidemment, nous considérons qu'un pays comme le Sénégal, c'est un petit pays par la superficie, la population, mais c'est un grand pays parce que toute l'Afrique et le monde entier nous regardent, puisque nous avons été un pays relativement stable jusqu'à présent, jamais de coup d'État, avec une cohésion sociale formidable que des aventuriers politiques inquiets de la perte du pouvoir toute prochaine sont en train d'essayer de mettre en péril. Nous ne l'accepterons pas. C'est ça qui fait l'admiration que beaucoup de gens éprouvent pour le Sénégal. Évidemment, un pays comme ça, s'il parvient à réussir sa révolution, ça fera tache d'huile un peu partout. Si on est le premier à le réussir, en tout cas, je suis convaincu que ça fera tache d'huile dans tous les pays de la sous-région et nous le souhaitons et c'est pourquoi nous pensons dès à présent à mettre en place cette interafricaine. Président Ousmane, PASTEF est connu, vous l'êtes également. Comment définissez-vous aujourd'hui vos relations avec les autres leaders politiques, comme hommes d'affaires, au Sénégal et à l'international? Oui, nous rendons grâce à Dieu. Je crois que j'ai tendance à dire que nous sommes le seul projet politique qui réussit ici à ce niveau sans avoir aucun contact international. C'est-à-dire quand je dis contact international, nous ne sommes en contact avec aucun président de la République, ni en Afrique, ni hors de l'Afrique. Nous ne sommes en contact avec aucun lobby d'argent, affairiste, etc. Aucun. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est extrêmement important. Cela veut dire que nous ne voulons pas entrer en contact avec, justement, les autorités. PASTEF a atteint une notoriété mondiale. Nous sommes dans un monde ouvert. Et c'est pourquoi, dans les prochains jours, dans les prochains mois, moi-même, dans la mesure des ouvertures que nous seront offertes, j'envisage de sillonner le monde, d'aller à la rencontre des leaders mondiaux. Tout leader que je pourrai rencontrer, tout président de la République, j'irai à leur rencontre pour faire connaissance, pour discuter de notre vision, partager un peu, écouter également, parce que c'est extrêmement important. Le Sénégal n'est pas un îlot isolé du monde. Et ce sera l'occasion également d'écouter. Je veux dire aux gens qu'il y a 2 choses que nous n'allons pas, nous refusons. La première, c'est que cette tyrannie ou ce terrorisme que nos vis-à-vis veulent imposer en
en parlant de forces occultes, de terrorisme, de ceci, de lobbies qui financeraient. Nous n'allons pas rencontrer les gens pour leur demander de nous donner de l'argent ou de je ne sais pas quoi. Ça ne nous intéresse pas parce que nous croyons à nous-mêmes et à notre peuple. Nous croyons en notre capacité de réussir ce projet sans avoir de lobby derrière nous. Nous voulons y arriver en gardant toute notre indépendance et c'est extrêmement important. Parce que si vous avez des lobbies derrière vous, vous devriez en retour rendre l'ascenseur une fois que vous y serez. Et nous ne tenons pas à cela. Donc aller à la rencontre des gens, c'est pour simplement faire connaissance, discuter, échanger, en étant nous-mêmes, en restant nous-mêmes. La deuxième chose que nous refutons, c'est que les gens pensent que si vous rencontrez, si demain je devais rencontrer le président Emmanuel Macron, les gens pourraient penser, ah oui, mais il va rencontrer la France, est-ce qu'il n'est pas en train de mettre de l'eau dans son vin? Non. Je ne crois pas pouvoir avoir un complexe vis-à-vis d'une créature comme moi, vivant dans ce monde. Fût-elle le président le plus puissant du monde. Si je dois rencontrer quelqu'un, j'y vais avec mes idées, avec mes principes et avec ma personnalité. C'est-à-dire ceux de PASTEF, ceux qui ont fondé la création de PASTEF et ceux qui fondent notre combat de tous les jours. Donc, mais c'est des échanges où on écoute, parce que pour mieux se comprendre, pour que, au-delà excusez-moi du terme, des ragots, au-delà de la médisance, que nous puissions échanger et que chacun comprenne mieux les positions de l'autre, qu'on comprenne qu'on n'est pas dans un antagonisme ciblé, ou alors que nous ne sommes pas dans une dynamique d'enfermement sur soi. Non, nous avons notre conception des choses, nous avons nos principes, nous voulons nous battre pour nos peuples d'abord, mais nous sommes ouverts au monde entier. Donc demain, si je pouvais rencontrer le président Joe Biden, j'irai le rencontrer. Si je pouvais rencontrer le président Buhari, j'irai le rencontrer. Si je pouvais rencontrer le président Paul Kagame, j'irai le rencontrer. Et nous allons travailler à cela dans les semaines, mois, années à venir, avec toutes les bonnes volontés d'ici et de la diaspora, pour mieux faire connaître notre projet au reste du monde. En conclusion, ce que j'aimerais dire à nos compatriotes d'abord, c'est de croire en nous-mêmes. Dieu, dans sa miséricorde, a mis en chaque homme et en chaque peuple les moyens de parvenir à ses propres fins. Personne ne viendra de nulle part. Dieu lui-même ne viendra faire les choses à notre place, a fortiori d'autres nationalités ou d'autres puissances. Il faut que nous croyions en nous-mêmes, en restant ouverts au monde. Il faut que nous croyions à notre capacité intrinsèque. Et ce qui vient de se passer montre que nous avons un très grand peuple. Mais il faut qu'on croie au projet surtout. Mais il faut qu'on ait confiance aux porteurs du projet. Nous savons que vous avez confiance en nous. Et nous vous disons tout le temps que votre confiance ne sera jamais, jamais trahie, parce que nous ne sommes pas en politique pour la notoriété. Nous ne sommes pas en politique pour les avantages matériels. Ça ne nous intéresse absolument pas. Nous sommes en politique pour espérer, au crépuscule de notre vie, avoir la satisfaction d'avoir été parmi cette masse critique qui a réussi à inverser les choses et à mettre ce pays sur les rails. Croyons en nous et je peux vous dire que la victoire est très proche. Je peux vous dire que nous sommes quasiment à la fin d'un processus qui va libérer ce pays. N'acceptons pas qu'on nous divertisse. N'acceptons pas qu'on nous détourne de l'essentiel. N'acceptons pas que ceux qui ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la confiance des Sénégalais nous tirent vers le bas. Ayons confiance en nous, mais surtout restons solidaires et continuons ce combat. Les 3 ans à venir risquent d'être extrêmement difficiles parce que nous allons avoir beaucoup d'animosité, beaucoup d'inimité et beaucoup d'adversité. Mais nous avons les ressources qu'il faut parce que nous sommes plus forts que nos adversaires. Il faut que chacun et chacune d'entre nous le croie. Que ce soit ceux qui sont ici dans le pays, ceux qui sont dans la diaspora et qui font un travail formidable. Resserrons-nous et sachons que nous sommes plus que jamais proches du changement structurel tant attendu par les Sénégalais. À nos compatriotes africains, nous vous disons que nous menons ce combat au Sénégal parce que par la force des choses et comme résultante de la décolonisation, notre capacité, notre pouvoir se limite aujourd'hui dans un territoire imposé qui s'appelle le Sénégal. Mais nous croyons en l'Afrique. Nous vous tendons la main. Nous vous demandons de vous lever dans chaque pays d'Afrique, particulièrement et singulièrement dans les pays d'Afrique francophone. Nous vous demandons de vous lever. Vous, la jeunesse,
vous les intellectuels, vous la diaspora, levez-vous, donnez-vous la main et comprenez que nous ne pouvons pas, nos pays ne peuvent pas continuer comme ça. Et que la révolution que nous voulons ne peut pas être une révolution isolée. Elle doit être fondamentalement globale, africaine, sinon elle ne sera pas. Et donc, à tout Africain qui est intéressé par ces idéaux, cette idéologie, cette vision des choses, nous tendons la main pour vous dire qu'ensemble, nous allons libérer notre continent et nous allons honorer la mémoire de nos dignes aïeuls, de l'Égypte antique aux empires médiévaux. Il est temps que l'Afrique revienne au devant de la scène et ça ne dépend que des fils et des filles d'Afrique. Je vous remercie. Réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaar